Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité sur le secteur des comics et de leurs adaptations. On espère que vous allez bien, que vous profitez de l'été, que vous n'attrapez pas des insolations qui vous donnent la gerbe pendant 2-3 jours, parce que sinon, c'est ballot, surtout quand vous devez enregistrer des podcasts en compagnie de votre meilleur pote, puisque Corentin est avec nous aujourd'hui. Salut, ça va? Moi, j'ai pas la gerbe, mais je vais pas souffler d'insolation. Voilà, tout à fait. Tu n'es pas du tout rentré de vacances où tu as trop pris le soleil, mais ce n'est pas grave, Corentin, puisqu'aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ton état de santé, mais plutôt de comics. D'accord, très bien. Je comptais parler de mon état de santé, mais je vais quand même essayer de m'adapter au sujet. Ah, c'est ça. Écoute, on fera un podcast sur ton état de santé, mais plus tard, quand on aura débloqué le 15e palier. Vous excuserez le bruit, il y a un public en délire derrière qui nous jette des fleurs et des objets bizarres. Tout à fait. Ou presque. Ou presque. Corentin, oui. On va commencer tout de suite avec quand même une actualité qui est chaude à l'image de ce mois de ce mois de juillet, enfin parce que là on aborde la partie actualité de la fin du mois de juillet. Vous avez proposé un double podcast pour aborder vraiment tout ce qui était tombé pendant la San Diego Comic Con. 75 articles rédigés en 72 heures. Corentin, ça fait quasiment un article par heure non-stop. Je pense que l'insolation n'était rien par rapport à la fatigue qui s'en est ensuivie. C'est clair. Mais voilà, on était vraiment très contents de vous avoir partagé ça et de vous apporter nos analyses diverses et variées là-dessus, ainsi que le magnifique accent de Kevin Feige. Mais il y a un point quand même qu'on n'a pas trop détaillé dans cette émission, c'était de revenir un petit peu sur le palmarès des Eisner Awards, puisque bien entendu ils sont tombés comme chaque année au cours de la SDCC, l'occasion un peu de célébrer les meilleures bandes dessinées et les meilleures personnes qui en font dans l'industrie sur l'année passée, avec quelques petits chouchous de notre côté, et puis surtout des titres qui sont aussi déjà disponibles en VF, et ça fait plutôt plaisir. Comme ça vous pouvez aller les lire. Corentin, oui. On va pas aborder tout, non, parce qu'il y a des choses de toute façon qui restent inédites et qui sont un peu il y a même des choses qui à mon avis même dans les comic shops français n'arrivent pas forcément, mais quand même Wonder Woman Historia The Amazons, qui a le Eisner Award du meilleur numéro, du meilleur one shot, notamment pour Phil Jiménez, qui effectivement a un peu brisé les rétines de tout le monde avec ce travail, qui a mis certes 4 ans à voir le jour pour le premier numéro, sachant qu'il ne dessine pas la suite, mais ça méritait visiblement un Eisner Award quand même. Oui, ça c'est la barre de chargement est rentable, on va dire. Après on aurait aimé que ce soit pour un roman graphique complet ou quoi. Donc Historia qui, pour rappel, revient un petit peu sur l'origine, la genèse du monde Amazon, vu par les yeux effectivement de Phil Jiménez ainsi que Kelly Sue DeConnick. Bon, moi j'avoue que effectivement c'est plus un plaisir graphique, même si ça prend un point de vue un peu différent et original sur la mythologie Amazon telle qu'on l'avait connue jusqu'ici. Oui. Oui, tout à fait. Après, sinon, il y a des trucs, moi, qui me font assez plaisir. La sélection, justement, du roman graphique 1984, adapté par Phil Honesty, depuis le roman de Orwell, qui a été d'ailleurs apparemment un bon succès de vente en France aussi. Voilà, donc c'est toujours bien de redécouvrir cette petite BD. Une surprise aussi, une égalité sur la meilleure série régulière avec Bitterroot et Something de Tynion Ford. Something is Killing the Children, de Deledera. Mais ce qui est complètement ouf, puisque Bitterroot, c'est quand même la 4e fois. Enfin, c'est le 4e, mais Eisner Award de la meilleure nouvelle série, puis de la meilleure série en cours. Comme Saga, c'est ça. Sauf que ça n'a pas les niveaux de vente de Saga en France, c'est quand même dommage. Alors que tout est disponible. Le premier, en tout cas, pour l'instant, c'est un premier cycle, on va dire, de 3 tomes qui sont disponibles chez iComics, et on a déjà fait quand même pas mal de podcasts ou même d'articles sur comicsblog.fr pour vous dire que c'est hyper bien, surtout que l'édition française est vraiment comporte aussi tous les bonus, donc c'est un ensemble en fait d'articles, d'essais par des universitaires, par des artistes, par des auteurs qui parlent justement de toutes les thématiques présentes dans Bitterroot. Donc c'est vraiment une édition qui est ultra complète et qu'on vous invite à découvrir sans plus tarder. Meilleure mini-série aussi, c'est The Good Asian qu'on avait dont on avait parlé dans les on en avait parlé dans les Back Issues VO. Il n'y a pas encore d'éditeur VF qui s'est placé dessus, à ma connaissance en tout cas, de Pornsak Pichatshot, donc l'auteur de Infidèle, et dessiné par Alexandre Tefengi, qui vit pas très loin d'ici en Belgique. Donc on attend juste que ça sorte pour aller. Premier détective privé asiatique pendant les États-Unis de la fermeture aux migrants d'Asie suite au Asian ban qui avait suivi la ruée vers l'or, si je ne dis pas de bêtises, en Californie. On a d'ailleurs Tynion Ford qui est encore nommé meilleur scénariste. Mais lui, il est, ouais. C'est quand même assez impressionnant quand on sait d'où il vient au départ. Enfin, rappelle-toi, il y a 10 ans. Mais on l'a toujours dit, de toute façon, qu'il était... Qui aurait pu penser que... Voilà. Non, mais on l'a toujours dit qu'il était vraiment meilleur dans ses travaux en indépendant, en Creator Round,
que sur Batman, hein, tout simplement. Un autre truc qui fait plaisir, Barry Windsor Smith. Ah ouais, incroyable. Son absence l'année dernière, en fait, c'est juste qu'il était pas dans le bon créneau. Monsters, qui est nommé pareil dans pas mal de catégories. C'est encore une fois pas du tout étonnant. Ça fait partie des meilleures sorties des dernières années. Ça a été un coup de cœur pour nous, pour énormément de gens. Donc c'est le meilleur album nouveauté. Je crois que c'est meilleur auteur artiste complet et meilleur lettrage. Donc pour la version VO en tout cas, édité chez Fantagraphics. Effectivement, c'est un monstre littéralement cet album. Et donc c'est disponible chez Delcourt. En fait, s'il a pas été nommé au FIBD, c'est juste parce que je crois que la fenêtre de sortie étant tardive, je suis pas sûr que l'éditeur en fait ait eu le temps forcément de l'envoyer au comité de sélection. Mais j'ose imaginer que il sera présenté cette année. En tout cas, ce serait dommage de ne pas le faire figurer tellement c'est un album qui est hyper important et je pense que les gens s'en apercevront au fil des années à quel point c'est une masterclass mais sans ironie là-dessus quoi. Ouais, il y en a un autre qui revient aussi, c'est Junji Ito quand même. Oui. Qui était déjà là l'année dernière, qui recommence à être là. On sait que pareil en France ça tombe bien parce qu'on est quand même plutôt bien synchronisé depuis l'apparition de Mangetsu sur justement les rééditions francophone de son travail, voire même les éditions en fait complètes de son travail. Et même des inédits, ouais, clairement. Voilà, tout à fait. Donc c'est plutôt cool. On voit aussi un mec qu'on aime beaucoup, qui est Mark Russell, qui est là pour Not All Robots, qui d'ailleurs sera, enfin on en parlera tout à l'heure, on en parlera bientôt en VF aussi. Donc super BD. Et pareil, Russell, c'est pas la première fois qu'il gagne des Eisner ou qu'il est sélectionné aux Eisner. Quelle fierté de pouvoir traduire un auteur Eisnerisé quand même. Pour qui tu dis ça? Pour moi. Pour moi, je flex. Traduis un auteur Eisnerisé, bravo Arnaud. Mais c'est qui du coup? Bah c'est Mark Russell. Ah, c'est Mark Russell. C'est toi que t'en parles maintenant en fait. Ouais. Ah putain, bien vu. Le truc. Coïncidence, je ne crois pas. Et sinon voilà, donc oui, quelques trucs assez évidents. J'ai quand même l'impression que c'est beaucoup du graphisme qui l'emporte sur le scénario en général, que ce soit pour Good Asian, c'est quand même assez bien écrit, mais pour Takadakadak, justement déjà pour Not All Robots, qui est comme un excellent travail de Deodato pour changer. Ou après là, je pense que c'est quand même plus sur le propos, parce que c'est nommé dans la meilleure série humoristique. Donc après c'est de la satire, hein, c'est pas hyper marrant, mais oui, bien sûr. C'est plutôt noir, mais là je pense que c'est quand même plus pour la tonalité et la thématique que ça aborde plus que pour le dessin de Deodato. Oui, c'est clair, bien sûr. Par contre sur par exemple travail de ça, la meilleure nouvelle série par exemple Nice House, c'est très bien écrit, c'est génial, c'est un super scénario et tout. C'est quand même vraiment le dessin que tu peux pas retenir les deux, mais genre c'est quand même vraiment le dessin qui est en avant sur ce projet-là, je pense. Ouais. Voilà, c'était mon avis, Arnaud. Sana Takeda, qui est meilleur artiste multimédia après Christian Ward, je crois que c'était l'année dernière. Oui, c'est pas nouveau, hein. Takeda, déjà, il avait déjà fait. Mais aussi, tu vois, ça fait partie, parce que Monstress, techniquement, c'est le 5e ou 6e Eisner Award, je crois, gagné, hein, et avec, je sais pas combien de nominations derrière. Et pourtant, c'est pas non plus un monstre de vente, chez Delcourt, tu vois, c'est un titre qui vivote et tout ça, c'est vraiment cette, si tu veux, cette différence en fait entre le nombre de prix que peut recevoir une BD, notamment aux États-Unis, par rapport à son succès en France quand c'est de l'indé. Bitterroot et Monstress par exemple, qui sont vraiment bien sûr, mais j'ai envie de dire que c'est pareil pour tellement de sujets. Tu sais, il y avait le débat sur justement, tu sais, où les Oscars qui célébraient des films peu populaires comme Power of the Dog, etc. Il y a beaucoup d'abrutis, de crétins incultes et stupides aux États-Unis qui disaient mais moi j'aimerais bien que ce soit quand même Fast and Furious qui est de temps en temps. T'as envie de leur répondre que justement c'est les membres de l'académie entre guillemets des Eisner sont des passionnés de bande dessinée, des auteurs de bande dessinée. Eux ils nomment les meilleurs titres, c'est un peu normal. Et d'ailleurs je trouve que même en 10 ans il y a quand même une vraie ouverture, à la fois une ouverture d'esprit et à la fois une prise de conscience par rapport à la popularité des comics mainstream en général. Même l'indé mainstream, je veux dire, nous on considère que c'est de l'indé pour Something is Killing ou Bitterroot. Ça reste c'est de l'indé populaire, c'est des codes très hollywoodiens, c'est de la fiction de genre assez connue, etc. C'est on n'est pas sur In Waves ou des machins comme ça. Ou du vraiment très très indé, quoi. Du moi ce que j'aime c'est les monstres. Là c'est plus du FIBD compatible. Du Kent State. Ouais, encore que le FIBD parfois il sait s'ouvrir un peu au truc, quoi. Mais c'est vrai. Mais du coup une belle sélection dans l'ensemble. Franchement ouais. Moi je trouve il manquerait peut-être, tu vois par exemple là Snow Angels. Numérique. Ouais. Je pense de tête quelques meilleurs trucs par-ci par-là. Bon, il y a d'autres trucs, mais il y a quelques trucs chez Panel Syndicate qui auraient pu mériter, même le Friday, mais après Friday, il avait été nommé l'année dernière de mémoire, donc voilà. C'est Friday là Oui, je sais, Brubaker et Marcus Martin. Ouais. Donc ça serait pu. Bon, après c'est juste que dans les artistes, il y avait, je crois que Daniel Warren Johnson et James Aaron avaient été nommés, donc l'honneur est sauf quand même, ils auraient pu gagner quelque chose, je pense aussi, mais après ça c'est mes chouchous. Takeda, il s'est un habitué d'Eisner aussi. Une habituée d'Eisner aussi. Ah donc, bah oui. On sait que Warren Johnson finira par en avoir un. On sait qu'Harry Andrews en aura un aussi. Enfin, ils commencent quelque part leur carrière en mainstream justement. Ils ont le temps de produire beaucoup de bouquins. On verra bien à terme. Justement. Et puis pour revenir donc ce qu'on disait effectivement, c'est que le titre primé aux Eisner Awards dans la catégorie meilleure comédie
c'est Not All Robots, donc de Mark Russell et Mike Deodato Jr. et donc qui arrive chez Delcourt en février 2023. Forcément, l'éditeur a profité de la bonne nouvelle, notamment le directeur de collection Thierry Mornay, pour faire l'annonce, pour dire d'emblée, parce qu'il y a forcément un peu plus d'attention sur les Eisner Awards, qui sont un peu quand même les Oscars des comics, donc forcément ça attire un petit peu l'attention quand on en parle. Et donc ça arrive en février 2023, sachant que Delcourt n'est pas étranger au travail de Mark Russell. Ils ont déjà publié ce qui était sorti chez Heroic Comics, donc le Retour du Messie, donc, et dont j'espère que la suite sera aussi publiée. Et donc, il continue avec la bibliographie de cet auteur, avec donc Not All Robots. Ça parle de quoi, Corentin? Je crois que ça parle de robots, je suis pas sûr. Oui, bien. Mais de bien pas vu. Tous les robots d'ailleurs. Bien vu, Arnaud, t'es fort. Ouais. Not All Robots, en fait, ça imagine très intelligent. Une société futuriste et plus ou moins post-déliquescence, dans lequel, en fait, les robots ont un peu résolu le problème de l'humanité. Pas en la massacrant, mais en prenant le contrôle, en fait. C'est-à-dire que les robots, maintenant, dirigent la Terre, dirigent la société des humains. Avec ce que ça a d'avantageux, c'est qu'en fait, il y a un robot par famille qui joue un peu le rôle de pater familias. C'est lui qui va travailler pendant que les humains glandouillent. Et c'est les robots qui prennent les décisions pour éviter justement que le genre humain sombre dans le chaos. Mais ils sont devenus intelligents entre-temps aussi. C'est pas juste des outils. Ils ont un pouvoir décisionnel. Et ils ont un pouvoir aussi de réflexion et de conscience. Ce qui fait qu'on va suivre, en fait, peu à peu, comment justement le capitalisme et la société pyramidale va aussi les affecter eux et les transformer petit à petit en enfoirés, en personnes cruelles, on va dire, voire avec le côté un peu American Beauty du truc. On va suivre Razorball, je crois que ça s'appelle, parce qu'ils ont tous des noms évidemment de gros méchants robots, ils ont tous des noms vraiment à coucher dehors. Lui qui va être le père au foyer qui pète un câble parce que à force de soutenir sa famille, il devient un peu comme les fachos, comme les magas, etc. Il devient un peu un solitaire complotiste qui cultive les armes dans son solitaire, garage, ouais, un loup solitaire. Donc voilà, c'est une allégorie évidemment de l'humanité vue par le prisme des robots et aussi de la dépendance de l'humain à l'outil. Il y a des débats télé qui sont organisés par rapport à ça, etc. C'est évidemment très drôle, c'est plus de l'humour très très noir par rapport même à Prez. Je pense que c'est plus noir que Prez et c'est plus inquiété que Prez à plein de niveaux. Mais il y a encore de l'absurde, il y a encore évidemment tout ce côté critique de l'américanisme où Russell est très fort. Et je trouve aussi effectivement que Deodato s'est plutôt mis une déterre par rapport à d'habitude. Il y a des vrais designs sur les robots, il y a des vrais découpages où il fait pas juste son fameux quadrillage morcelé nul. Et donc effectivement là c'est plutôt une bonne BD, ça a effectivement gagné un prix. Est-ce que ça a gagné un prix pour cette BD là parce qu'il y a quand même une très bonne BD au demeurant ou l'ensemble simplement pour remercier Russell d'être aussi régulier et talentueux dans tout ce qu'il fait en indé. De toute façon, il y a de toute façon, enfin c'est toujours ce qu'il a fait dans presque toutes ses œuvres, mais t'as quand même, on va dire, une forme de saga, sans jeu de mots, de la société décadente en fait occidentale, puisque avec Prez, avec les Flintstones, avec Billionaire Island et maintenant avec Not All Robots, t'as quand même peut-être le retour du Messie un petit peu moins quand même, mais quelque part aussi, c'est plus sur le versant, sur le versant religieux de la chose, mais vraiment, t'as vraiment cette façon d'aborder, la politique, la surconsommation, la dépendance à l'outil, le rapport à la religion et l'effondrement climatique et les putains de riches. Donc t'as vraiment en fait tout un portrait, vraiment des sociétés modernes qui se dessinent avec des œuvres, différentes, mais qui sont à chaque fois superbes. Oui. Donc voilà. Je suis d'accord. Tu vas le traduire celui-là? Non, je peux pas. Non. Désolé. Non, il a déjà. Ça aurait été un plaisir. Mais... mais a priori, il a déjà quelqu'un qui traduit Russell chez Delcourt, donc je ne pourrais pas prendre sa place, à moins que, tu sais, une chute dans les escaliers arrive parfois si rapidement. Ce serait dommage quand même. Dis qui sait, je t'arrange le coup. Très bien, merci. Donc vous savez aussi, voilà, si vous avez des contrats sur des personnes, vous pouvez faire appel à Corentin, qui a donc des activités. 2005 hors taxe. Voilà. Sauf pour les vieux, c'est moins cher. Autre nouvelle qui d'ailleurs par rapport à Delcourt, qui n'a pas de rapport avec les Eisner Awards, mais c'est juste que l'information a déjà fuité puisque Thierry Mornay est très bavard, tout simplement, quand il va faire des interviews chez certains médias. Il est allé chez les camarades de Bruce Lee et donc il a annoncé là-bas tranquillou que le nouveau Daniel Warren Johnson sortira chez eux en début d'année 2023. Donc ça s'appelle Do a Powerbomb et là aussi c'est une politique d'auteur qui se poursuit de façon très régulière puisque chez Delcourt on a déjà eu Extremity et Murder Falcon, deux excellentes bandes dessinées écrites et dessinées par Daniel Warren Johnson. Donc il était quelque part assez logique qu'on retrouve Do a Powerbomb. Oui. C'était qui Space Mullet? Space Mullet, c'était chez Aquileos. Aquileos, c'est la maison d'édition qui voit les auteurs, qui les déniche et après ils se font payer par tous les et après t'as tous les grands groupes qui arrivent et qui font on a plus d'argent que toi. C'est mieux chez nous. C'est ça, voilà. C'est un peu la merci pour les travaux. Pour de coup oui, clairement. Mais du coup on en avait parlé récemment dans le dernier Back Issues, je crois.
du premier numéro. Ouais, parce qu'il y a que 2 numéros sortis, je crois, à l'heure actuelle. Ouais, c'est déjà de la frappe. C'est quelque part une sorte de continuation de Murder Falcon, et au niveau du design, on pourrait dire de Wonder Woman Dead Earth, puisqu'on est clairement sur un personnage féminin qui évoque très frontalement celui de Dead Earth. C'est l'histoire, en fait, d'une fille de catcheuse qui, après avoir vu sa mère mourir lors d'une cascade mal chorégraphiée, va recevoir une proposition de la part d'un démon de mener une sorte de combat pour sauver l'âme de sa mère. Un combat qui, à la Murder Falcon, justement, est à la fois allégorique et ultra stylisé, métal, catch, WWE, etc. Donc on part sur un truc qui, comme Falcon, va prendre des problèmes de la vraie vie, donc le deuil en l'occurrence, pour en faire une sorte de grande arène de cirque où il met ses influences musicales, imaginaires, fantaisistes aussi. Et c'est à la fois écorché vif et à la fois très kiffant. C'est toujours aussi beau. Sachant qu'on a lu, qu'on n'a pas pu lire encore tout en entier, donc on n'est pas au courant des surprises qui peuvent se cacher. Ouais, bien sûr, c'est très récent. Ils ont été assez vite pour le coup. On vous a déjà dit tout le bien qu'on pense de Daniel Warren Johnson, un homme qui aura un Eisner un jour, peut-être pour cette BD-là, et qu'il est très bien, qu'il est très bon, qu'il fera bientôt les trucs chez Marvel selon Chester, qui a dit à Arnaud, un jour il reviendra, t'inquiète pas. C'est ça, il m'avait dit. Il t'a emmené dans les toilettes. Non, il a pas fait ça. Non, il a pas fait ça. Non, il a pas fait ça. Pardon, non. Faut pas le dire, ça, en fait, c'est ça. C'est ça, c'était voilà, c'est l'histoire off. Il a jamais fait ça. Les secrets des journalistes pour avoir des informations parfois, bah c'est comme dans les films. Bah, en tout cas, on est content, bah, clairement, de toute façon, enfin, on vous dit, chez Delcourt, il y a quand même des auteurs, des dessinateurs qui sont super bien. Et là, bah, ça fait vraiment plaisir de voir Daniel Warren Johnson revenir, sachant que avant, quand même, parce que c'est 2023, donc il y a encore le temps de voir venir. Mais avant ça, il y aura d'autres albums à aborder chez cet éditeur en particulier, comme, pardon, un certain Ultra Mega, par exemple. Voilà, je dis ça comme ça. Je connais pas. Je le place. Tu connais pas? Je connais pas. Bonne BD, tu verras. C'est pas mal. Ah oui, les Power Rangers, mais avec du sang, c'est ça? Ouais, un peu plus, c'est un peu mieux que Power Rangers quand même. Ah, Radiant Black. C'est Power Rangers, mais pour les adultes. Voilà, tu vois, non, c'est pas Radiant Black non plus. C'est bien aussi, c'est bien aussi. C'est plutôt cool. C'est très très bien, mais Ultra Mega c'est mieux. C'est vraiment vraiment mieux, et en plus bah il nous avait quand même promis un grand format, donc j'espère qu'on l'aura vraiment. Corentin, on va poursuivre là. Oui, allez, qu'est-ce qu'on fait? On parle du comics encore? Comment ça se passe? Allez, d'accord. Allez, très bien. Tu m'as convaincu. Si seulement je pouvais te convaincre comme ça à chaque fois, ce serait beaucoup plus simple dans la vie. Pas de quoi tu parles. Je sais moi de quoi je parle. Donc, on va continuer avec du iComics cette fois-ci, puisqu'il y a des annonces qui ont été faites également de leur côté. Certaines choses qu'on savait déjà, d'autres qu'on apprend un petit peu. C'est-à-dire que Sullivan Rowe, qui est donc directeur du pôle bande dessinée maintenant de Brajlon, hein, en s'occupant à la fois donc de iComics et de Mangetsu, fait régulièrement chaque mois en fait une vidéo pour présenter les sorties du mois, et c'est souvent dans ces vidéos où, après avoir présenté les sorties, il parle un petit peu du futur de la maison d'édition, et donc et on prend l'accent de Marseille parce que le bonhomme il allait ouvrir une librairie à Marseille aussi, donc forcément bien sûr. D'ailleurs, si vous voulez voir celui-là, maintenant il est à Marseille en fait. C'est ce que je viens de dire. La prochaine fois qu'on l'invite dans First Print, c'est sûr qu'il va venir et faire peu cher Arnaud. Alors les gars, comment tu vas? Oui, ça se passe chez vous. Il pleut, il y a aussi pas le soleil. Et First Print, ça fait les comics. Un petit pastaga. Et moi je préfère les mangas maintenant. Allez, la mangas. Et maintenant on va faire les Tortues Ninja. Alors Arnaud, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'ils vont entrer dans un gros semestre plein de Tortues Ninja, parce que ça va être l'occasion de fêter pas mal de choses. Déjà, il y a quand même 2 albums qui vont sortir un petit peu en hors collection, on va dire, qui sont donc The Last Ronin, donc dont on a déjà beaucoup parlé dans nos back issues et dans les front pages, parce que c'est aussi un titre qui a T'es trop con. Parce que c'est un titre qui a eu beaucoup de retard aussi dans ses publications, mais voilà, qui est enfin arrivé à terme, et donc ça sortira vers le mois de novembre. D'ailleurs, moi j'ai mis octobre sur Comics Blog, mais en fait c'est novembre. Donc dans un grand format avec des dorures, voilà, avec une belle fab et tout ça, pour justifier aussi le fait que le prix sera plus élevé que la moyenne, parce que ce sera quand même 29,90 €. Et il y a des nunchaku avec. Ils offrent des nunchaku avec. Ils offrent peut-être des nunchaku avec, effectivement, en or. Avec des diamants au bout. Tout à fait. C'est complètement ça, en fait. Ouais, exactement. Tu as complètement fait leaker le plan de fab de iComics. C'est pas très très sympa. Non, mais aussi, il y aura aussi quand même le Shredder Inel, par contre. Ça, c'est ultra bien. Voilà. Et sans second degré, c'est probablement ma lecture préférée de Tortue. C'était mortel. C'est extraordinaire. C'est Rokusaki qui va en enfer. Comme le titre l'indique. Une sorte de transcendance spirituelle par rapport à qui il est, qu'il a été, son rôle, la mythologie Tortue qui est vraiment beaucoup plus explorée que d'habitude, avec vraiment des concepts mythologiques abstraits géniaux. C'est très beau,
aussi. Ça défonce, voilà, simplement. Bah, c'est Matou Santoloco aussi. Hein. Ouais. C'est ce qui m'avait un peu remotivé, moi, les tortues. Au moment du mais c'est vieux, hein, ça a 2-3 ans en VO. Sûr, ouais. Oh, même plus que ça. Ouais. 3-4 ans plutôt, même. Sachant que ça arrivait quand même, en fait, après, justement, on peut le dire maintenant, oui, la mort de Shredder dans la série régulière de Tom Waltz, et donc, qui était au numéro 50, hein, mais il va mieux depuis. Ouais. Mais voilà, ça a mis du temps à venir, mais pareil, ça arrivera aussi dans ces grands formats. Mais justement, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est d'une part que effectivement la série de Tom Waltz va se conclure bientôt avec le tome 19, et donc après il y aura le run de Sophie Campbell. Donc il y en a pas d'infos concrètes là-dessus, mais a priori la logique voudrait qu'il repasse à un tome 1, quoi. De toute façon, parce qu'il y aura une nouvelle ère, et c'est surtout que par rapport à l'année prochaine, qui célébrera donc à la fois les 5 ans d'existence de High Comics sur le marché français, et donc aussi les 5 ans des Tortues en France, de leur retour en France, parce qu'avant c'était publié chez Soleil. Eh bien, ils essayent, Sullivan dit dans sa vidéo qu'ils essayent à réfléchir à d'autres formats de publication, donc à la fois inspiré un petit peu par la politique éditoriale de 404 Comics, c'est-à-dire à mettre un peu plus de moyens dans la fab pour vendre les albums aussi un peu plus cher, mais parce qu'en fait, c'est aussi quelque chose qui a fonctionné avec 404. Enfin, les efforts en tout cas de fab se remarquent. C'est aussi depuis qu'on a introduit cette trademark de baiser de la fab, copyrighté First Print, hein, quoi, qui revient quand même sur les réseaux et tout ça, mais aussi lanceur de tendance, hein. Influenceur incroyable. Il est trop fort. Mais aussi du souple, hein. Il y a aussi la question du souple qui visiblement a été abordée, qui a été discutée avec les lecteurs, et donc c'est Sullivan lui-même qui nous dit que a priori il envisage aussi de faire du souple, mais surtout pour de la republication en fait de titres, des titres qui ont un petit peu le mieux marché. Donc forcément quand on pense à ça, il parle de réédition pour les séries phares, mais pas pour la nouveauté qui elle passera toujours par la case cartonnée. Mais on pense évidemment aux Tortues et aussi à Rick and Morty, qui sont les deux grandes séries de long terme en fait chez éditeur, et qui, alors pour Rick and Morty ça avait vraiment cartonné, pour les Tortues ça a moins cartonné, alors que c'est en cartonné pourtant. Et là on est sur de l'humour, là on est sur du... Et en plus les cartons de pizza et tout. Ouais, c'est ça, incroyable. Chevalier d'écailles de ville. On est vraiment beaucoup trop fort. Mais ce que je veux dire, c'est que à l'instar, non, mais après, tu vois, s'il fait vraiment des formats un peu doubles, en souple et relativement abordables, ça permettra effectivement d'offrir une seconde vie à ces séries-là. Et d'étouffer la flambée des prix, qui est ce qu'elle est. Ouais, mais après, enfin, non, ça, non. Non, ça, je suis pas d'accord. Il n'y a pas un gros différent. Non, mais ça va en fait, ça va pas coûter, je pense que ça va pas forcément coûter moins cher, parce que je pense que ça peut se vendre encore à 15-16 euros, tu vois, mais c'est juste que psychologiquement, le fait d'avoir un contenu double, en souple par rapport, même si le prix reste le même, ce fait que en tant que lecteur tu penses que tu es gagnant, quoi, parce que même si on dit toujours que c'est de la culture, c'est de la bande dessinée, c'est pas des pommes et des trucs, il y a toujours un rapport, tu sais, au contenu sur le prix qui fait que parfois tu réfléchis un petit peu comme ça, quoi. Ou genre je veux beaucoup de papier pour pas beaucoup, très cher, et tant pis si le truc est pas ouf, quoi. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit, tu commences à être convaincu, Arnaud. Non, jamais. Non, c'est moi qui ai gagné. Non, tu n'as pas gagné. Mais bref, t'es content là, il y a de tout ça là. Si, clairement. La fin du Rhum de Valls, en plus, c'était plutôt un bon moment. Le début de Campbell aussi, d'ailleurs. Je trouve que c'est toujours aussi bien. Moi, je les lis toujours mensuel, donc j'ai du mal à voir exactement à quoi ça correspond en termes d'automaison. Mais non, oui, Jenica, le feu. Le Shredder in Hell, c'est un must-have, même si vous n'avez pas rattrapé la série, d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai vraiment ça peut se lire comme ça, en fait, limite. Ça peut pas se lire comme ça. C'est une lecture particulière du Shredder, mais ça peut un peu se lire comme ça, quand même. C'est-à-dire, t'arrives comme ça, et tu lis comme ça. Ouais, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Moi, j'étais genre, tu vois, comme ça. Ouais, j'ai lu. Et comme ça, c'est fini. Tu te balades dans la rue, puis paf, t'as Shredder in Hell qui te tombe dessus, tu peux le lire comme ça. Paradoxalement, pour The Last Ronin, parce que j'ai terminé, du coup, pour pouvoir rédiger dessus récemment par rapport à un petit court-métrage extraordinaire. Non, dis-plus à toi qui nous écoute, qui est pas d'accord avec nous. C'est pas. Ça m'a choqué. Finalement, je trouvais ça peut-être un peu ça se perdait un peu par rapport à ce que ça voulait faire au départ, je trouve. Parce que moi, je me rappelle quand même qu'au début, t'étais vachement enthousiaste. Au début, j'étais super saucé. C'est le meilleur truc des trucs, Tom Waltz, fais-moi l'amour, je sais pas, voilà. C'est le meilleur machin des machins, bien sûr. C'est ça que j'ai dit, d'ailleurs. Tu t'es fait tatouer The Last Ronin sur la jambe gauche, quand même. C'est là, regarde, t'as vu. C'est à côté de ton damage. C'est ça. Donc oui, après, ça reste un truc qui va se vendre de toute façon. On sait que c'est le début d'une sorte d'univers aussi chez IDW Publishing aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Le Last Ronin verse. Voilà. Donc c'est le DKR avec une tortue, je dirais pas laquelle, qui veut tenter une dernière croisade contre le dernier descendant du Shredder.
et qui va croiser en route d'autres descendants de la première mythologie basée sur un pitch de Eastman et Laird. Arnaud, une blague? Toujours pas. De Eastman et Laird en 87 quand le DKR est sorti. Voilà, écoute, c'est un gros vendeur aux États-Unis, ce sera probablement un meilleur vendeur en France que les tomes réguliers. Ne serait-ce que parce que voilà, il y a toujours cet attrait de la DKRI d'une manière générale. Ouais, puis c'est tellement un bandeau marketing facile à faire. Enfin, j'espère qu'ils vont le faire pour le coup. Non, mais en vrai, le truc c'est que c'est pas faux. Est-ce qu'ils ont le droit d'utiliser le mot Dark Knight? Mais oui, tu penses? Mais oui, bien sûr. Bah, laissez le faire quand même, je sais pas. Hein? Mais non, du coup, voilà, moi je trouve ça bien, mais je suis pas non plus renversé. On en reparlera quand ça sortira en VF. Et ça reste une très bonne lecture, attention. Ouais. Bah, je suis vraiment curieux de voir quelle couverture aussi ils vont choisir, parce qu'ils auront le choix entre littéralement 150 couvertures. Ouais, je pense que la Eastman, elle est quand même... Je suis pas convaincu aussi. Eastman, c'est fort. Mais non, mais je sais pas, si t'as le choix entre Eastman et Santoluco, tu prends Santoluco. Tu prends Eastman? Malade, frère. Ah, t'es ouf, toi. T'es un malade. Eastman, c'est le créateur des Tortues Ninja. Oui, mais c'est pas... scénariste dessus. Oui, mais c'est moins beau que Santoluco. C'est pas la question. c'est pas la question. Alors, par contre, si. Alors, tu vois, c'est pour ça que tu fais une intégrale de Usagi Yojimbo. Oui. Il se trouve que t'as une couverture de Kenneth Rocafort. Ouais. Bah, tu la prends pas. Bah, non. Ça caille, le non, mais parce que tu prends pas Rocafort. Et déjà, Rocafort fera jamais de couverture de Usagi Yojimbo. Premièrement. Oh. Et de deux, par contre, non, mais je vais te faire une leçon de marketing, mon gars. Tu sais qu'un livre, les 3/4 des gens achètent le bouquin pour la couverture. Donc, forcément, entre Eastman et Santoluco, tu vas prendre Santoluco parce que c'est plus joli et que ça se vendra plus, du coup. Ouais, mais c'est plus honnête. Mais on n'a pas envie d'être honnête quand on veut vendre quelque chose, Corentin. On veut faire de la maille. Tout ce qu'on veut, nous, c'est l'argent. On s'en fout de la BD. Voilà. Putain. Vous croyez qu'on a mis vraiment nos vraies têtes sur les photos de First Print? Ah non, bah non. C'est vrai. On est beaucoup plus moche. Donc imaginez quand même. Parce que voilà. C'est même pas des potes à nous qui étaient un peu on passe même par des modificateurs de voix pour avoir des voix relativement agréables à l'oreille, parce que sinon, en fait, quand on fait genre, oui, c'est nos vraies voix, c'est que, attends, là, je coupe. Non, mais en plus, vu comment Sullivan, il est amoureux, fou de Santoluco, au point de lui avoir sa main plusieurs fois, entre autres choses. Je pense que ça finira par ça, mais moi j'aime bien. Non, en vrai, je suis pas certain. Vraiment, j'aime sincèrement au premier degré le style de Kevin Eastman. Je trouve qu'il dessine très bien. J'aime beaucoup son coup de crayon. Voilà. En vrai, on n'a aucune information sur quelle couverture sera choisie, mais par contre, tu parles, vrai... ouais. Non, tu parles, Arnaud. Bah non, je le dis vraiment. Tu parles. Je parle très bien. Non, j'ai vraiment aucune info. Je fais zéro. Je vends pas la mèche de rien du tout. Mais par contre, il y a quand même réellement une centaine de couvertures variantes qui sont sorties. Donc clairement, il y a du choix. Tu pourrais même faire un album de Last Ronin les couvertures en fait. De toute façon, un artbook comme ça. Franchement. Comme ils ont fait pour DK Master Race. Ouais, tout à fait, effectivement. Allez, Corentin, on continue, on parie pas de kebab. Déjà que tu m'en dois un pour je sais plus quoi, mais je sais que tu m'en dois un. Fresh Manière, il est pas en continuité. Mais c'est pas ça, c'est pas Fresh Manière. Ça, c'était un pari tacos, donc ça n'a rien à voir, mais c'est un autre truc où j'ai gagné. Mais non, sur le panel Warner là, je t'ai dit il y aura que Shazam et Black Adam et t'as fait. Oui. Et bah voilà. Mais j'y croyais pas vraiment. Bah oui, mais tant pis, t'as quand même perdu. De la même si t'y as pas cru, t'as perdu. Allez, Corentin, on continue. Oui. Avec les annonces du côté des comics en VF, un petit tour du côté de Panini Comics qui continue de mettre du Spider-Man en veux-tu en voilà, avec un MOOC qui sort ce mois d'août pour fêter les 60 ans de Spider-Man. Donc là, je pense que c'est une publication qui s'adressera plutôt aux personnes un peu novices, qui ont pas encore lu tout Spider-Man et qui quelque part sera peut-être très bien pour les gens qui ont découvert le personnage avec la collection anniversaire du printemps et qui donc pourront prendre aussi ce MOOC parce que Panini avait sorti en 2019 pour les 80 ans de Marvel. Donc c'est un MOOC. Donc le MOOC, pour ceux qui ne savent pas, c'est la contraction de book et magazine, donc de livres. Donc c'est un magazine avec beaucoup d'écrits en fait qui pourrait s'apparenter à une collection un petit peu d'essais en général. Et là, sauf que là, c'est quand même écrit par une seule personne, donc ça va quand même vous retracer dans les grandes lignes l'historique de sa création. Donc voilà, on va vous dire Stan Lee, Steve Ditko, John Romita. Qui ça? Stan Lee. Je sais pas si tu vois qui c'est. Stanley Parable? Yes. Oui, j'adore. Très bon jeu vidéo. Ouais, c'est ça. C'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. C'était pas mal. Donc voilà, Steve Ditko, John Romita, Straczynski, Dan Slott, ce genre de personnage, quoi, en gros. Ok. Voilà, on va un peu te retracer, puis on va te parler des alliés et des ennemis, donc de Mary Jane Watson, de Gwen Stacy, de MJ et Michel, tu veux dire. Ouais, Michel. Zendaya. Ouais, c'est ça. Voilà. Incroyable actrice. Euphoria, saison 2. Et des méchants, donc Dr Octopus, le Bouffon Vert, le Caméléon, le Lézard. Le Caméléon, c'est une série télé du samedi avec Jarod. Corentin ne viendra plus jamais parler de Spider-Man dans ce podcast, puisque il est fatigant. Et en plus, c'est toi là qui dit n'importe quoi alors que tu prends mon rôle peut-être. Je suis malade. Est-ce que tu serais le supérieur Arnaud du coup? J'ai eu une installation. Le Docteur Octopus est fusionné avec mon corps. C'est ça.
Voilà, très bien. Ça t'ira pas à le lire par contre, j'imagine. Non, probablement pas. D'accord. Parce qu'en fait, j'ai pas 14 ans, j'ai Wikipédia. Du coup, je peux mettre de l'argent sur un truc que je sais déjà ou que je peux récupérer gratuitement. Non, mais clairement, par contre, ceux qui font ce projet qui a l'air incroyable au demeurant. Non, t'es pas obligé non plus de vouloir le faire comme ça. Par contre, clairement, non. Pour celles et ceux qui nous écoutent, a priori, si vous êtes tous des gens qui avaient lu du Spider-Man comme nous l'avons fait, c'est clairement pas, vous n'êtes pas le public cible. Mais si on en parle, pourquoi? C'est peut-être parce que vous connaissez des gens qui veulent s'y mettre, qui veulent découvrir, ou justement des gamins de 14 ans à qui ça pourrait convenir. Et donc, on vous dit, ça existe et ça sort cet été chez Panini. Et sinon, en octobre, il y a pas mal de publications autour de Miles Morales qui arrivent, dont un omnibus pour vraiment la période Ultimate Comics de Miles Morales avec ça c'est bien ça. Avec Brian Bendis, Sarah Pichelli et David Marquez entre autres. Et ça par contre c'est très très bien. Pichelli. Sarah Pichelli. Ça c'est de la balle. Le début de Miles, c'est comme Spider-Verse mais en BD. C'est ça, c'est complètement Enfin, voilà, si vous connaissez que le film d'animation Spider-Verse et que vous dites, j'aimerais bien savoir d'où ça vient en comics, eh ben, vous prenez c'est la première demi-heure de Spider-Verse, grosso modo. C'est ça, ouais, vous prenez l'omnibus et vous allez faire, mais ça venait donc de là. Mais oui. Et c'est pour ça qu'il y avait des couvertures avec marqué Bendis dessus dans le film. Et il peut vraiment devenir invisible dans les comics aussi, ce n'est pas un rajout du film. Ouais, c'est ça. Voilà. Il a vraiment le Venom Sting aussi. C'est ça. Et c'est trop cool, c'est super bien dessiné, c'est super intéressant, il y a des reprises de vilains classiques mais avec d'autres choses et c'est très très cool. Par contre, ils annoncent un autre album qui est un peu moins cool. Tu sais ce que c'est? C'est le What If Miles Morales, frère. Ah oui. tu sens il est en vrai, il y a pas 40 trucs Miles Non, parce qu'il y a la série en ce moment, il y a la série de Saladin Ahmed qui est compliquée quand même. Non, elle est pas compliquée, elle est naze. Il y a des trucs compliqués. Avengers de Aaron, c'est compliqué. Ça, c'est nul. C'est pas bien. C'est ça la dynamique. Surtout depuis qu'il a changé son costume, là. Mais je pense vraiment qu'en fait, Bendis, il aurait dû leur donner une feuille de route ou se faire payer au black par Marvel pour que DC n'en sache rien et continuer la saga de son côté tout seul, quoi. Mais. Non, ce que saga, c'est Brian Vogel. Oui. Non, non, tu confonds tout. C'est Stanley Parable. Voilà, donc c'est pas bien. Mais effectivement, le fait est que le film va sortir Spider-Verse 2. Panini a besoin pas tout de suite, du Miles. Ça sort en juin 2023, hein. Pourquoi ils sortent ça maintenant, alors? Parce que je pense qu'ils avaient calé leur agenda de production sur la sortie initiale. Ouais. Initiale et qu'ils peuvent pas décaler. Bon, du coup, voilà. En tout cas, ça explique ceci explique cela, pardon. Donc, c'est une série de one-shot dans lesquelles Miles Morales, qui partage quand même des valeurs communes avec Peter Parker, et c'est pour ça qu'il devient Spider-Man au départ. Là, en l'occurrence, il partage des valeurs communes avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il devient Captain America, il devient Hulk, il devient Thor. Wolverine aussi. Wolverine encore, mettons, c'est affreusement débile. Mais quand il devient Thor, vraiment, d'ailleurs, je crois que le numéro a fait polémique aux États-Unis. Il a fait polémique parce qu'en fait, il y a une façon d'écrire, pourtant l'auteur est pas caucasien, je sais plus s'il est, peut-être pakistanais ou indien, un truc comme ça. Enfin, de cette partie de l'Asie, quoi. Et en fait, ouais, il a écrit vraiment dans la façon dont un blanc imagine que les noirs imagine que les ghettos renois en fait sont c'est ça, c'est avec yeah, bro, c'est ça. What you be saying? Et en fait non mais c'est à tel point que la polémique a tellement enflé, c'est vrai qu'on en a pas forcément parlé, mais aux États-Unis que en fait l'auteur a dit OK, désolé, et il a reversé tous les sous qu'il a gagné pour ce numéro, il a reversé à une asso caritative en disant OK, j'ai fait de la merde. Non mais par contre ce qui était parce qu'on en rigole, mais ce qui est vraiment ouf et ce qui est là le plus problématique, c'est que personne chez Marvel s'est dit n'a relu le truc et s'est dit ouais, en fait on peut pas publier ça. Il y a pas beaucoup de noirs chez Marvel en même temps. Il y en a quand même assez, je pense, pour non, mais je pense que même qu'ils sont assez sensibilisés sur ces questions-là pour pas. Est-ce que ça passe? Non. Désolé les gars, mais non. Non, mais c'était très bizarre quand même de voir le truc sorti comme ça. Mais donc, essayer de le traduire de la même façon en France. Non, mais c'est ça aussi, ça va. Le truc, c'est que si ça n'a pas été corrigé, tout ça, c'est effectivement la personne qui va devoir traduire ça va être compliqué aussi, quoi. C'est sûrement le numéro était vraiment à chier, mais au-delà même de ses problèmes glottaux. Mais donc oui, voilà, ce tome-là, ne l'achetez pas, par exemple, parce que c'est une mauvaise idée, pour commencer. C'est mal exécuté, c'est mal dessiné, c'est mal raconté, et ça comprend pas le personnage. C'est-à-dire que l'intérêt, en fait, que Peter Parker ait pu inspirer un afro-latino-américain qui est aussi des quartiers pauvres et qui va aussi essayer de s'en sortir par les études, parce que c'est ça, Miles Morales, hein, il gagne un concours pour une grande fac et après il faut qu'il se démerde tout seul. Et justement, c'est très proche de Peter Parker dans le côté friendly neighborhood et adolescent aussi, parce qu'on revient à l'adolescence assez même collégienne, je crois, au début de lycéenne, ouais, au début de l'histoire de Miles. Et donc quand même, tu vois, là c'était assez logique. Le fait d'en faire un Captain America, le symbole est joli, mon Sam Wilson. Le fait d'en faire un Hulk, il y a aucun intérêt. Ça c'est tellement nul. Tellement de gens qui ont déjà été Hulk en plus. Puis au pire, il y avait Amadeus Cho si tu voulais faire de la représentation. Non, mais c'est juste une mauvaise idée.
Ils ont fait ça en même temps que Gwenverse. Et c'était clairement pour capitaliser sur le côté Spider-Verse, donc du coup, on met des araignées de tous les mondes variés, etc. T'as vu Gwenverse? Non. Ouais. Non. Mais je compte pas lire Dark Web non plus, tu vois. Non, Dark Web, c'est différent. Ah, pardon, attention, quand même. Non, Dark Web, ça a l'air sympa. Non, mais attends, Dark Web, ça a l'air plutôt cool, mais c'est pas... Si. Si, je te jure, ça a l'air sympa. Le mec pense déjà à l'édito qu'il va écrire quand le bouquin va sortir. Non, ça a l'air sympa. C'est comme Heroes Reborn. Franchement, j'ai plutôt bien kiffé, ouais. Mais Heroes Reborn, j'ai pas dit un truc, j'ai pas écrit que c'était sympa, tu vois. Non. Ouais, attends, je t'ai toujours dit, j'ai commencé. J'ai jamais vérifié s'il l'avait gardé, mais je t'ai dit, ma première phrase, c'est Heroes Reborn est une anomalie. Ouais. Vraiment. C'est une façon de polie de dire que c'est de la merde. Non, c'est une façon de dire que ça a existé quand même, que c'est un événement en soi, parce que c'était la seule fois où Marvel a délégué la production de ses comics à une autre boîte, et que ça, c'est quand même important historiquement. Eh bien, What If Miles Morales est une anomalie. Non, ça, c'est de la merde, par contre. En plus, non, c'est très normal dans le Marvel moderne, malheureusement. Mais... Ouais, non, ça, c'est vraiment pas terrible. Mais du coup, non, mais ne lisez pas ça. Et le MOOC, vous êtes grand, en fait. Prenez vos décisions. Faites vos propres recherches, comme dirait l'autre. Corentin, on va terminer cette partie comics. C'est moi, qu'est-ce qui se passe? Puisque ce front page sera relativement court. Tout à fait. Puisqu'il s'est pas passé non plus énormément de choses, parce que souvent la période post-SDCC et avant la rentrée, c'est un petit peu calme. Un petit peu, bien entendu, hein, mais un petit peu quand même. Et donc, il y a quand même DC qui suit Marvel sur les traces de ces séries un petit peu rétro-nostalgiques, où ils sont un peu tous en mode avec leurs auteurs vieux de 75 ans, comme ça. Et ils font « Ah, tu te rappelles quand t'avais 40 ans et que t'écrivais tes comics qui se vendaient? C'était bien quand même. » Et t'as les autres qui font « Oui, je me rappelle. La dernière chasse de Kraven. À l'époque, on avait tout pété. Et maintenant, ça se passe comment, JM? Oh, bah, tu sais. Il y a Karen, elle est partie faire des BD stylés. Moi, je suis là, je tapine pour Marvel. Je fais Ben Reilly. On se fait chier, quoi. Ouais, vivement la mort. C'est un petit peu ça. C'est bien que tu abordes la mort, puisque effectivement, on va célébrer. C'était fait exprès. Ah, quel talent d'écriture il a, ce monsieur. Donc, on va célébrer les 30 ans de la mort de Superman, Corentin, quand tu n'étais qu'un petit garçon. Déjà, Superman était mort. Et à l'époque, c'est vrai que j'étais petit. Les médias généralistes en avaient quelque chose à foutre, puisque c'était passé à la télé aux États-Unis. 1 million d'exemplaires pour le premier numéro de Death of Superman. Ouais. Tu te rappelles quand C.B. Cebulski, il avait dit qu'il voulait vendre un numéro à 1 million d'exemplaires? Ouais. Et genre, c'était Marvel Comics 1000. Et en fait, non. Et il a pas réussi alors qu'il y avait J. Abrams. Ouais. Dommage, mon pote. Dommage. Mais c'est pas grave, parce que t'es nul, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe, Arnaud, pour la mort de Superman? Eh ben, on va fêter la mort. Bah oui, fêtons la mort ensemble. Parce qu'ils sont tous, vous savez, chez DC Comics, on aime être dark et bresson, et donc, forcément, on va faire un one-shot anniversaire pour pour fêter les 30 ans de Death of Superman. Et en fait, on fait exactement comme ce que fait Marvel avec ses titres rétro-nostalgiques, c'est-à-dire qu'on rappelle les équipes créatives quand les gens sont encore en vie, et tant qu'ils sont encore en vie, pour faire des histoires qui se passent à l'époque de cet événement, qui était quand même vraiment historique. C'était la première fois, je crois, que Superman mourait vraiment, en tout cas, qu'on voulait vraiment le faire mourir. C'était la période des années 90, donc c'était Extreme Muscle. On mettait des grosses... des grosses épaulettes sur tous les super-héros, on avait des coupes mulets, on trouvait ça acceptable. Des de 16 packs. Oui. C'est ça. Et surtout, il se passait plein de choses affreuses pour les héros de comics, hein, notamment chez DC. Donc, il y a Superman qui meurt, il y a Batman qui se fait briser le dos. Qui est remplacé par un extrême fasciste qui tue les criminels. Ensuite, il y a Aquaman qui perd son gamin et qui perd une main. Et puis, il y a Green Lantern qui voit sa copine découpée dans un congélateur. Donc, et l'ancien Green Lantern qui devient qui devient fou, qui devient facho parce qu'il bute toute une ville, effectivement. Donc voilà, c'était sympa à l'époque, hein, franchement. On était là, on était bien. Dans le kiff. Voilà, donc qu'est-ce qui se va se passer? En fait, donc il ramène les équipes. Donc il y a Dan Jurgens et Brett Breeding, il y a Roger Stern et Butch Guice qui reviennent aussi. Il y a aussi Louis Simonson et John Bogdanov et Jerry Ordway et Tom Grummett. Donc ils vont faire 4 histoires qui se déroulent à ce moment-là. Donc la première, c'est celle qui fait un peu le lien avec le présent, puisqu'en fait c'est quand John Kent est encore gamin, en fait il apprend, en fait, parce qu'ils en parlent à la classe, que son père était mort avant, et donc il découvre ça. Et en même temps il doit ensuite s'unir avec son père pour affronter un vilain qui s'appelle Doombreaker. Donc ça, par contre, ça a l'air pas ouf, tu vois. Enfin, le nom est nul, puisque dans Death of Superman, c'est Doomsday. Voilà. Bien sûr. Tu me diras, après, le nom de Doomsday était pas particulièrement finot non plus à l'époque. Mais... Ouais, mais Doombreaker, je sais pas. Enfin, mais le combat contre Doomsday était grave bien foutu en plus. Il y a vraiment une ambiance. Il est hyper violent, ouais. C'était où les cases s'agrandissent de plus en plus jusqu'à ce qu'il y ait que des doubles cases par page, et à la fin, t'as une splash page où il est mort. Non, mais pour le coup, c'est super bien mis en scène, et c'est quand même un récit qui, voilà, on peut dire ce qu'on veut, surtout par rapport au retour des Superman après, où il y avait 4 tenants du titre, où là, c'est quand même pas ouf. À l'époque.
Donc c'est quand même pas très très ouf, mais c'est vrai que ça a quand même marqué les consciences, c'est parce que c'était une époque où voix de vieux con. Il y avait pas Netflix, hein, et les jeux vidéo, alors, c'était la première génération Pokémon. À l'époque, Rouge et Bleu, c'est ça le must. Donc, au moins, les jeunes, ils savaient s'amuser avec des bandes dessinées. Et c'est comme le début de Nightfall que j'avais relu il y a un certain temps maintenant. Mais Nightfall, c'est trop bien, toute la partie où Bane, le bolos et tout. Jusqu'à Jean-Paul Vallée, ça déglingue. En fait, Nightfall. Bane, c'est un vrai bon vilain. Et en plus, t'as beaucoup de numéros par Kelly Jones. Pas de variantes par Kelly Jones. Ou pareil, t'as les 18 packs et tout, dos. Et les oreilles, qui font 12 mètres. Ça tuait à cette période. Bah ouais, non, ça c'était mieux avant. Ah, c'était tellement bien, les comics. Avant le réchauffement climatique et Macron. Et avant que ça devienne des trucs de woke. Exactement. Et donc les 3 autres histoires, en fait, ça retrace le combat, mais vu par différentes perspectives. Donc soit vu par les gardiens de la galaxie, donc pas ceux de Marvel, hein, c'est les gardiens, de OA. Ah oui, les mentors des Green Lantern. Ah oui, non, mais dis juste les gardiens de OA, parce que les gardiens de la galaxie, moi j'imaginais vraiment genre 4 à coups qui étaient en mode genre, hey, il se passe. Je s'appelle Groot. Et du coup, une autre qui sera vue par John Henry Irons, et donc Steel, et enfin le dernier qui est vu par la télévision faite par les parents Kent, qui étaient encore donc en vie à ce moment-là. Formidable. En fait, il se passait rien, quoi. C'est vraiment juste le combat vu par différents points de vue. C'est ça, voilà. En fait, c'est un tie-in de l'événement à l'époque qui a pas été publié. À l'époque, c'est ça. Ok, très bien. Mais ça pour un anniversaire. Ça me vend du rêve. Pour les 30 ans. Bah, j'espère bien que ça te vend du rêve, mais on va surtout te vendre du papier, tu sais. Mais pour l'anniversaire de Long Halloween, ils avaient fait un tie-in. Non, c'était pas un tie-in, c'était une suite. Un bonus avec Lob et Sale qui était revenu. Oui, ils avaient fait un one-shot supplémentaire, ouais. En fait, c'est pour ça. En fait. Pourquoi ils font pas ça plutôt Bah, parce qu'ils sont pas aussi talentueux que Jeff Lobb et Tim Sale. Qu'ils ont pas le time. Qu'ils ont moins de place parce que c'est des petites histoires, donc ils ont pas forcément l'espace pour le faire, je sais pas. Voilà, je sais pas, t'as qu'à leur poser la question, appelle-les, je sais pas, t'as leur numéro, non? Tu vas voir, ça va juste pour justifier une future réédition ultra omnibus avec ses compléments. Alors, il y a déjà une réédition qui a été annoncée, effectivement, de luxe, qui s'appelle la 30th Anniversary Edition, et dans lequel le numéro, je crois, doit être inclus après. Ils surestiment pas un peu cet événement, quand même, c'était pesant. Non, pour les Américains, c'est quand même pas pareil. Ouais. Quand t'es américain, qu'il y a Superman qui meurt, et qu'on en parle à la télé. Je vois que t'as la voix qui s'éraille en parlant. Ouais, c'est terrible. C'est un autre qui meurt. Okay. Je sais pas ce que c'est d'être américain. Je sais pas ce que c'est. Tu sais. Être américain quand Superman il meurt. Tu vas rester bien tranquille parce que à l'époque, je me souviens, c'est pas bien. Ouais, donc je suis sorti de chez moi et je me suis j'ai quitté la table, je pouvais Superman, je peux pas. C'est ça. Non, mais voilà, après, moi, ce que fait Marvel pour ramener de leur retraite des scénaristes un peu désœuvrés, pourquoi pas, mais là, quand même, d'avoir accès. J'ai pas envie de me moquer parce qu'il faut pas se moquer des vieux, faut pas se moquer des EHPAD et tout ça, mais je les imagine vraiment très très bien, vraiment. Après, non, j'espère qu'ils vont tous bien et qu'ils sont tous en bonne santé, mais ça, vraiment de l'image très cynique de dire que donc c'est pas Dan Didio mais Jim Lee qui va visiter la maison de retraite des auteurs d'ici qui font alors Jerry ça va tu peux écrire une BD. Vous vous rappelez l'époque où je vais tous mis au chômage avec mon crayon. Tout le monde a voulu faire du Jim Lee. Mais oui, non plus il était déjà là à l'époque l'enfoiré. Bah ouais, mais il était jeune et fringant. Il était déjà là, d'ailleurs il était chez DC. Non, c'est après parce qu'après 92 maintenant 92 il lançait Image Comics. 96-17 le rachat de Wildstorm. Quand il est devenu un peu le patron. Ouais, c'est un peu plus tard 90. En plus c'est vrai que c'est lui qui les a mis au chômage l'enfoiré. De vrai. Ouais. Ah ouais, c'est fou. Mais ouais, non, mais le projet est pas super intéressant, quoi. Non. Je pense qu'il y a mieux à faire. Il y a des jolies couvertures et il y aura des jolis pin-up à l'intérieur quand même. Tu vois, quelque part, le coup de ce que fait Marvel qui moi, me sort par les yeux, de prendre un numéro culte et de passer différents artistes qui font une Ah ouais, les Commemorary Edition, là. Je pense qu'il y aurait plus d'intérêt à faire ça pour le numéro précisément de la mort de Superman. Seulement si c'est James Aaron qui le dessine, en fait. Par exemple, Daniel Bryan Johnson ou Carrie Andrews. Ouais. C'est les mecs très obsessionnels. Monomaniaque. Non, mais je sais pas, même Ryan Otley, ou même McFarlane, tu vois, pour le match, tu vois, ou Jim Lee. Mais McFarlane, il dessine. Ah non, il dessine pas le Spawn, il l'écrit seulement. C'est qui dessinait, c'était Jurgens qui dessinait à ce moment-là? Hein? C'était Jurgens qui dessinait à ce moment-là? Non, mais ce que je veux dire, je veux dire que Spawn, en ce moment, il est en train d'écrire le Batman Spawn. Non, mais j'ai bien compris, mais genre le numéro de la mort de Superman, qui c'est qui dessinait? Je sais plus, moi. Ouais, il y a Jurgens, ouais, qui dessinait, je crois. Parce que déjà, il avait refait une sorte d'hommage quand il a repris Action Comics, à la période Rebirth, tu sais, où Doomsday revenait sur Terre, il se tapait pour de vrai et tout. Oui, c'était pas. C'était il y a 5 paires. Ça doit être pour les 25 ans, d'ailleurs. C'était pour Rebirth, ouais. C'était pendant Rebirth, ouais. Bah, du coup, non, mais là, il y a aucun intérêt. Voilà, news suivante. Pardon, je suis désolé, je ne peux pas sauver cette news. J'essaye de. Oui, c'est ça. Il est grognon. Il a beau avoir pris des vacances, il n'a pas perdu de sa bougonitude. Allez, Corentin, on en a terminé pour les comics. On va faire une courte partie pour les écrans. Ouais, c'était pas non plus les trucs les plus enthousiasmants, mais alors, on peut peut-être faire une news qui va redonner le sourire sur la partie BD quand même.
Je me lance dans la BD, Corentin. C'est vrai? Ouais. Tu vas faire quoi? Je vais faire Moondir 2 avec Yohan Cavage. Ah, Moondir 2. Mais du coup, c'est à Koh-Lanta, celui-là, ou pas? C'est ça. En fait, il arrive à Koh-Lanta et il y a un mec qui arrive qui veut faire un podcast et du coup, c'est 180 pages de chant contre chant où il parle de... En fait, c'est un spin-off sur le moment où tu interviews Alan Moore. C'est ça. Exactement. Okay. J'ai hâte de lire ça. Hein. Ça va être génial. C'est comme, tu vois, le même... Ça va faire au moins 50 € sur Ulule. Le même où ils reprennent des grands films avec un vélociraptor. Oui, c'est incroyable. Les extraits, incroyable. Le dansons sous la pluie avec le raptor, il est incroyable. Mais tu vois, moi, j'aimerais bien que vous fassiez, en fait, Moondir, mais avec Moondir à la place du Moondir. Ou juste serait le vrai Moondir de Koh-Lanta. Ah, d'accord, ok. Ah oui, non, que le Moondir. À la fin, il aura la gueule ravagée. Ah, c'est vraiment pour ça que toi, tu seras jamais éditeur, en fait, hein. Tous les trucs. Franchement, Cavage, si tu m'écoutes, mon pote. Allez. Le truc, c'est qu'il écoute, on sait qu'il écoute. Petite planche de Moondir avec Moondir pour mon kiff personnel. Tu sais, ça s'appelle je te la prends en print. Ça s'appelle une commission et ça se paye, hein, Corentin. Donc tu peux, je suis pas non plus con à ce point-là. Pour une belle ce serait surprenant, tiens. Oh, il est cher, Cavage. Allez, du coup, bon, il est pas encore cher. Il est cher, Cavage. Tu m'écoutes? Ça va. Capitaliste, là. Ouais. Allez, Corentin, on passe du coup du côté des écrans avec une actualité sur la partie télé. On en sait un petit peu plus sur la place de la continuité de Spider-Man Freshman Year, donc une série d'animation qui arrivera en 2024 hein, sur Disney+. 2024, on sera plus vieux quand même déjà. On aura. Bah, en fait, chaque année qui passe nous rend plus vieux. Hein. C'est vrai. Même chaque jour. Chaque jour qui passe nous rapproche du cercueil. Et c'est le temps qui court. Tout ça. T'es jeune aussi. C'était là pas à l'époque de l'avant Superman d'ailleurs. Donc, ce que je disais, bah écoute, du coup, ce sera dans des réalités parallèles. En fait, ce sera dans le MCU pré-Civil War, mais en fait, à cause du multivers, eh bien, en fait, les événements seront pas pareils, et au lieu de rencontrer Tony Stark dans l'appartement en train de dragouiller sa tante May, ce sera Norman Osborn. C'est ça, qui dragouillera sa tante May aussi. Très certainement. Voilà, donc oui, on a vu d'ailleurs déjà des images pendant la SDCC où on voyait exactement la même scène avec Osborn dans son costume vert. Donc on se disait que ça ne pouvait pas être en continuité, et en fait, il triche en disant que ça le sera comment dirais-je, ce sera dans la continuité du multivers Marvel Studios. Ça sera rétroactivement en continuité. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé dans le multivers jusqu'alors, les Avengers, les Chitauri, tout ça, etc. Ultron a bien eu lieu, mais la suite. Mais cela dit, ils peuvent toujours dire que vu que il y a un multivers, que ça s'est passé, mais avec aussi quelques petits points de détail différents pour justifier le fait que déjà le fait que Osborn existe pose des questions par rapport au côté un peu militaro-industriel et scientifique que peuvent incarner t'imagines s'ils en font juste mais ça se trouve ça se trouve c'est juste Stark Beast en fait, peut-être, mais je trouve que c'est une réalité où il y a non, parce que forcément c'est pas un Avengers non, ou alors ils la font en mode Dark Times, enfin Dark Avengers là, la période après Civil War justement où c'est les méchants qui prennent le contrôle. C'était avec Siege et tout ça là. Ouais, bah voilà, c'est exactement avec Siege où c'est justement Norman Osborn qui devient le nouveau Iron Man, mais j'y crois pas. Je pense que ce sera pas d'identité super-héroïque. Non. Osborn et le bouffon vert sur son temps libre, etc. Donc, en tout cas, c'est chouette parce que ça leur achète un espace de liberté. Ça pourra éventuellement poser des questions s'ils choisissent de suivre une chronologie bien parallèle où Thanos finit par arriver. Parce qu'en théorie, après Civil War, c'est Thanos, hein, pour ceux qui n'avaient pas suivi. On verra du coup un Spider-Man qui sera pas dans les Vengeurs. A priori, encore une fois. Et qui pourra éventuellement consommer différemment sa relation avec MJ. Des trucs comme ça. Non, mais rien de sexuel. Consommer une relation, ça veut dire vivre une relation, Arnaud. Hein, pas forcément toujours, tout n'est pas lié au cul. Voilà. Ah bon? Quelques éléments tu de la m'en vie. diras, Quelques éléments de la main, il y a aussi le fric. Donc, voilà. Chouette. Moi, j'ai envie de dire que je m'en fous, en fait, de la continuité. Ça t'a quand même fait perdre un pari kebab. Non, parce que c'est pas en continuité. Bah, si. Bah, non. De facto, non. Bah, de facto, si. Ça n'est pas en continuité d'un instant c'est dans la continuité du multivers de Marvel Studios. Ça veut rien dire, ça. Bah, si. Ça veut rien dire. Si, c'est l'astuce, mais c'est justement parce que c'est l'astuce qu'ils vont trouver maintenant. C'est non. À chaque fois que tu vas leur faire, est-ce que votre série est continuité? Et on va faire oui, mais dans le multivers. Et ça veut rien dire, ça, du coup. Bah, si, mais c'est l'astuce. C'est l'astuce. Tant qu'ils ont pas connecté à la continuité principale. C'est l'astuce, Corentin. Non, mais tu sais pas que c'est une astuce de marketing parce que ça te permet, en fait, de dire que ta série, elle est bien canon. Mais dans ce cas-là, mais les Spider-Man de Sam Raimi, ils sont en continuité. Bah, techniquement, oui, maintenant. Mais non, c'est pas possible, attends, ils l'ont fait quand même avec leur documentaire pété sur Prime Video. Ils ont dit, all the roads lead to No Way Home, en faisant genre comme s'ils avaient prévu en 2001 de faire des films de Sam Raimi pour dire qu'en fait, on sait que dans 20 ans, on fera une réunion des 3 Spider-Man, machin. Tout est rétroactivement reconnecté. Et donc, ça s'inscrit pareillement dans rien gagné du tout. T'as perdu. Le mec veut juste pas me passer un tacos, quoi. C'est vraiment incroyable. Non, bref, du coup, on va passer. Celle-là, gros, tu joues sur les mots.
Ah, mais j'adore. Bon, allez, maintenant, on commente la vraie actualité, les extraits de Sandman qui ont pas l'air terribles. Bah si, ça va. Ça a l'air d'être fidèle au comics. Avec Def, il a l'air sympa. Ça a l'air plutôt fidèle parce Corbillard que Will Baptiste, je t'aime. on voit quand même effectivement l'extrait avec Death où on voit juste Death qui accomplit sa tâche tout simplement. Donc ça c'est une scène qui est dans la BD qui est même mieux faite là parce que le violoniste est un peu plus confus dans la BD. Ouais, et puis il est il y a une pointe d'émotion. C'est vrai. Par contre, l'extrait en enfer mais qui là aussi est très fidèle à la BD. Non. Bah quand même. Enfin après visuellement l'enfer est pas aussi est pas dépeint de la même façon, c'est un petit peu moins joli. C'est un fantasme catholique oui, un peu basique, un peu rougeoyant quoi. Voilà. Non, par contre Tom Sturridge vraiment surjoue on dirait un peu Henry Cavill au début de The Witcher quand il savait pas comment le prendre et qu'il faisait juste une grosse voix ouais, mais Gwendoline Christie elle est mortelle tu vois. Et pour le coup elle ressemble de fou en fait parce que on a beau dire on a beau dire que on a beau savoir que Gaiman en fait voulait une sorte de David Bowie en fait pour la BD pour Lucifer. En fait quand tu regardes le dessin de Sam Kiss je crois tout à fait. C'est si c'est numéro 4 donc c'est encore Sam Kiss. Mais du coup ils le font c'est numéro 4, j'ai lu la BD voilà, je peux après c'est Drindenberg qui récupère qui était l'encreur de Kiff sur les premiers numéros. Mais du coup, je trouve même qu'elle ressemble en fait même carrément aussi en fait à ce dessin. Bah oui, ils l'ont fait par rapport à l'espèce de touffe qu'a justement Lucifer au début. Mais ouais non, après c'est plus vraiment je te dis le design de Dream où il y a quand même cette présence fantomatique, tu vois son corps un peu comme Éternité dans l'excellent film Thor Love and Thunder d'ailleurs. Avec sa cape qui où on voit un peu normalement il a des flammes au bas de la cape, il a les yeux noirs et bleus, tu vois. Là je trouve que ça fait un peu j'ai pas envie de dire CW. Parce que c'est pas gentil. Ça, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Du coup, je vais pas le dire. Par contre, ça fait peut-être un peu fauchax, sur des moments qui devraient être moins fauchax. Après, par contre, ça a effectivement l'air très fidèle. Et quelque part, on en parlera bientôt. Et l'extrait aussi de She-Hulk qui a l'air vachement sympa aussi. Voilà. Pas encore vu celui-là. si, le truc commenté, t'as fait la news. Ah, le truc méta, là? Ouais, c'est sympa. Ah ouais. Quand elle parle des caméos, là? Et ouais, justement, ça, c'est un hommage au numéro 2 ou 3, je crois, de John Byrne. Ouais. Où tu sais sur la couverture il y a Spider-Man qui est là et elle dit je crois que c'est pour Eddie Evan de la BD encore elle le dit mais il faudrait quand même qu'on arrête les caméos ça devient chiant. Très bien, allez on va terminer avec cette troisième partie sur le cinéma. Bien entendu cinéma, qu'est-ce qui se passe? Il se passe des choses du côté de Prime Video et de la MGM qui sort enfin 3 ans après l'avoir annoncé le film Le Samaritain ou El Samaritan. Non pas du tout, c'est c'est cabrón. Sylvester Stallone. C'est juste Samaritan en VO, donc le film de super-héros avec Sylvester Stallone qui continue de jouer des films où il va bourrer les pifs des gens. Exactement, c'est moi, Sylvester Stallone. Salut, ça va. Merde, c'est pas sympa. He's a real good actor, you know. He's a Creed in Rocky. C'est ça. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Bah ça parle en fait de Sylvester Stallone qui joue, je crois qu'il s'appelle John Smith en plus, le nom vraiment trop le plus lambda que tu puisses avoir quoi. C'est comme c'est fait exprès, il prend une autre identité parce qu'il veut pas qu'on sache que c'était. Oui. Mais donc voilà, qui a été le Samaritain il y a 25 ans, sauf que maintenant il s'occupe juste de récupérer des trucs dans les poubelles parce que c'est ce que font les vieux. Et donc quand il y a un gars quand il y a un gamin pas dans toutes les villes quand il y a un gamin qui manque de se faire bolos qui se fait sauver in extremis par ce vieil homme, et ben le gamin il est mais tu serais pas ce super-héros que je savais que donc comme par hasard il est super fan de super-héros, c'est incroyable. Bon ça alors c'est tous les posters. c'est vraiment un scénario très surprenant. Et donc il va lui dire reprends du service parce que la ville forcément tombe dans la corruption. Il y a je sais plus qui joue un méchant qui a l'air plutôt stylé, en tout cas qui a l'air d'être bien joué. Oui, mais cet acteur là. Putain, ouais, tu vois, cet acteur avec 2 yeux, un nez, une bouche comme ça là. Et je crois pas qu'il est un nez. Hein. Non, c'est vrai. Je crois que tu confonds avec un acteur. C'est Voldemort. C'est David Jones, n'importe quoi. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Donc il y a un méchant, il y a un gentil. Le gentil va prendre du service pour protéger le petit gamin. Le gamin, c'est ça. Et ça a l'air lambda, quoi. Ça a l'air sympa. C'est un peu Lone Wolf and Cup, quoi. Mais c'est Pilou Asbeck. Ouais, Pilou Asbeck, voilà. Non, mais il est cool, Pilou Asbeck, en plus. Il y a Moïse Arias aussi. Bon, c'est beaucoup des seconds rôles de bonnes séries B en général. Ouais. Et Jason Walton qui jouait dans Euphoria, qui joue le petit gamin trop vénère là, le petit frère du mec qui ressemble à Mac Miller. Et Sylvester Stallone, voilà, qui va être comme d'habitude. J'adore la voix de Alain Dorval qui double Stallone en français. Non, bah voilà, bon. Disons que quand on money shot, c'est un mec qui soulève une bagnole pour se réfugier d'une grenade qui pète et qui fait même pas trop de dégâts. Tu te dis bon, ça a l'air là encore une fois
un peu fauchax. Mais c'est parce que la MGM en fait s'est fait racheter par Amazon qu'ils le mettent sur Prime Video parce que ouais ils ont la mais pourtant c'est comme Sylvester Stallone tu vois et en même temps maintenant Bon, ça fait pas non plus oui non mais je veux dire qu'en même temps maintenant toutes les plateformes de streaming font des films avec des castings de tarés mais qui au final finissent juste sur les petits écrans genre là The Gray Man en fait il y a quand même un casting de malade et en fait ouais, mais voilà. The Gray Man c'est pas une prod Netflix original si non mais je veux dire que ça je suis pas de chance d'arriver au cinéma alors certes mais ce que je veux dire c'est bon d'ailleurs il est à chier ce film bah apparemment ouais apparemment c'est dommage parce que Chris Evans c'est vraiment bon dedans mais faisons un podcast sur The Grey Man parce que c'est un film du frère Rousseau quand même c'est vrai et il y a pas mal de gens qui jouaient dans chez Marvel Studios t'as Jessica Henwick qui jouait ouais mais c'est pas génial, oui mais ça n'a c'est même pas un truc de super-héros c'est un truc d'agent donc d'espion mais bon tu as Red c'est un des comics au départ là, c'est des gens avec des flingues donc, oui mais pour le coup c'est des comics donc ça marche dans notre ligne édito là ça Power Rangers c'est pas des comics au départ pourtant on en parle ouais mais bon c'est des super-héros je te dis il faut que ce soit des super-héros des super-pouvoirs à un moment et lui il n'a pas de super-pouvoirs en fait j'ai juste envie si vous faites un podcast sur The Grey Man appelez-moi parce que j'ai envie de le défoncer mais du coup ouais non là en l'occurrence on est vraiment sur du produit moyenne gamme on va dire voire petite gamme un peu petit budget c'est pas la marque pouce dans votre supermarché mais t'as pas l'impression que ça raconte beaucoup de trucs en fait tu vois genre à part le côté c'est Stallone il est cool et encore une fois il va interroger sa légende d'ancien homme d'action et tout. Moi, Stallone, c'est con à dire, mais dans cette fin de carrière qu'il est en train de réaliser, dans Creed, je le trouvais excellent. Par exemple, dans Creed, vraiment, je pense que c'était son meilleur rôle, point. Enfin, après, avec Rambo, évidemment. J'aurais aimé le voir jouer, justement, des rôles plus sérieux, plus dramatiques, un peu ce qu'il avait tenté d'aborder Schwarzenegger à un moment donné, qu'il a pas fait finalement. Après, il a fait King Shark. Il a fait King Shark. Dans The Suicide Squad. Oui, c'est vrai, tout à fait. Qui était quand même nommé aux Oscars pour ça, donc quelque part, bravo, c'était un peu la reconnaissance de. Ouais, moi, c'est un truc parce que j'adore Stallone et que vraiment, en fait, tout le monde s'est gouré par rapport à lui. C'est-à-dire que c'est vraiment lui qui a écrit le premier Rocky, qui a écrit d'ailleurs la plupart des Rocky. Il en a réalisé quelques-uns. Et même s'il y a ce côté baston, et puis homme qui parle comme ça, c'est vraiment des films qui ont un sens, qui racontent un truc par rapport à sa vie à lui, sa carrière. Ah, toi, ça touche ton âme de viriliste, bien sûr, mais les Rocky, j'adore. Non, mais les Rocky, c'est pas viriliste, les Rocky, hein. C'est vraiment, limite, on dit que se battre, c'est fatigant pour le corps et pour le cerveau, qui va finir par en crever, tu vois. Oh non, c'est le 4 est ultra anti-viriliste. Le 4 est très con aussi, mais il est ultra anti-viriliste. Et justement, c'est dommage, parce qu'en fait, il a jamais vraiment transcendé ce côté, un peu comme Vin Diesel. Tu sais, quand il a commencé, Vin Diesel, il avait écrit à Spielberg pour jouer un rôle dans le soldat Ryan. Et la scène où Caparzo, le soldat, se fait tuer par un sniper, c'est lui qui l'a écrite. C'est une très bonne scène. Et à l'époque, Spielberg disait, lui, il a du talent, il ira quelque part et tout. Et un jour, il a commencé à conduire des bagnoles et sa vie s'est arrêtée là, tu vois. Bah, il conduit des bagnoles, quoi. Le problème, c'est qu'un homme d'action à Hollywood, ça a du mal après à rebondir sur autre chose. Du coup, tristesse pour Stallone, mais on regardera le film avec plaisir quand même. Ouais. Et s'il est pas trop nul à chier, on fera un podcast dessus pour parler des meilleurs films de Stallone qu'il a fait. Bah, au pire, si toi tu veux pas en faire, moi je pense que j'aurai un ami qui s'appelle Splinter qui sera ravi d'en parler. Si on parle de Stallone, moi je viens. Mais je parlerai que de ses meilleurs films. Ah, très bien, très bien. Allez, on continue du côté de Marvel Studios. Une annonce importante, un réalisateur de choix, hein, bien entendu, pour réaliser le Avengers The Kang Dynasty, qui sortira, en 2025, hein, pour conclure la phase 6 de Marvel Studios. Donc ça arrivera en mai 2025. Donc on a encore le temps de voir venir, mais on a déjà un réalisateur qui n'est autre que Destin Daniel Cretton, qui a donc, qui doit être un très bon employé chez Disney, puisque, il a réalisé Shang-Chi, et il doit s'occuper aussi de l'adaptation de American Born Chinese. Voilà, de Jin Yang. Donc, a priori, il fait bien ses travaux, puisque... Pour Disney+. Ouais. Il fait bien ses travaux chez Disney, chez Marvel Studios, puisque, il a signé pour faire le 5e Avengers. Et a priori, ce sera pas le même réalisateur qui fera, Kang Dynasty et Secret Wars. Et on peut le comprendre parce que, vu qu'ils sortent que à 5 mois d'écart les deux, j'imagine que le chantier sera un petit peu énorme. Et à mon avis, ça veut surtout dire que les intrigues seront pas forcément autant liées que ce que pouvaient l'être Infinity War et Endgame. Mais par contre, Destin Daniel Cretton, Shang-Chi, ça se regardait, mais c'était pas non plus incroyable, quoi. Même moi qui ai bien aimé le film, je dois bien quand même reconnaître que la mise en scène n'était pas dingue, on va dire. Et d'ailleurs, j'ai remarqué sur Twitter des gens qui citaient les bonnes scènes de combat. Juste pour ceux qui ne savent toujours pas, et vraiment répétez-le à vos potes et compagnie. Les scènes d'action dans 90% des films à Hollywood sont faites par des secondes équipes. C'est-à-dire des équipes de cascadeurs ou de chorégraphes. C'est le cas dans tous les films asiatiques. Sont faites par des gens qui ne sont pas le gars qui tient la caméra sur les scènes normales. Dans Winter Soldier, c'est pas les Russo qui ont filmé les scènes de combat. C'est Chad Stahelski. Voilà. Et David Leitch qui ont après fait les John Wick et qui ont monté leur boîte 87-Eleven, qui ont fait
aussi les chorégraphies d'Atomic Blonde et compagnie. Oui, et puis même si elles sont pas trop mal foutues, faut bien se rendre compte que même la meilleure scène de Shang-Chi va même pas à la cheville de la plus mauvaise scène de The Raid, par exemple, tu vois. Enfin, il y a vraiment des gens qui sont autrement plus talentueux pour filmer des films d'action. Mais en fait, ce qui me rend ouf, parce que moi je veux bien qu'on reconnaisse certaines qualités quand même à ces scènes, tu vois, mais au-delà du fait que de toute façon c'est des raids de seconde équipe qui s'en sont occupés, c'est surtout que c'est des gens qui, t'as l'impression en fait, ne réfléchissent le cinéma que par le prisme de Marvel Studios, alors que il y a d'autres films en fait qui existent là-dessus. Alors certes, quand vous nous écoutez, nous on parle que de ça, mais parce que c'est notre ligne édito, mais il faut faire sa culture cinéma aussi par rapport à d'autres choses, et notamment si tu prends Shang-Chi comme maître étalon de ton film d'action asiatique, oui, non, là, c'est compliqué. Les gars, les non, meufs, non, c'est clairement pas sur un bon exemple, on va dire, de truc réussi. Bah non, alors certes, ça prend des inspirations de Chu Hark et tout ça, et tu les vois quand tu connais ton cinéma asiatique, mais justement, faut aller regarder en fait ceux chez qui il est allé s'inspirer pour voir vraiment en fait qu'est-ce que c'est quand c'est vraiment fait avec quand c'est fait avec virtuosité. Mais c'est ça, et puis même de la même façon que tu sais le fameux plan circulaire de Avengers ou le travelling qui suit les héros de 1 en 1, c'est un plan ILM, ça pas qui est chorégraphié et créé par ILM. Ouais. C'est pas Joss Whedon qui d'un coup s'est réveillé en excellent metteur en scène d'action. La vérité, c'est que les réals chez Marvel Studios, et de plus en plus j'ai l'impression d'ailleurs, sont des exécutants. Même leur patte me paraît en fait extrêmement mise au second plan quand on voit justement ce qu'a fait Chloé Zhao, qui est déjà une sorte d'exploit par rapport à ce que peut faire avec le recul, c'est ce que remarque que Sam Raimi aussi a quand même un peu plus de liberté. Parce qu'il a cette cape, parce qu'il a ce bagou, parce qu'il a fait les 3 Spider-Man. Et parce que Sam Raimi, à l'inverse de certains autres réalisateurs, c'est pas des gens qui viennent juste de Sundance, et lui, c'est quelqu'un qui avait déjà fait des films de super-héros. Qui sait bosser avec un studio, en bonne intelligence et tout. Et puis justement, encore une fois, je le répète, parce que Kevin Feige lui l'a plus laissé faire. Parce que Feige savait qu'il pouvait pas superviser par avant. Rappelez-vous du gros bordel, Strange devait être fait en premier, Spider-Man en deuxième. Il y a eu les énormes phases de reshoot qu'on connaît. Strange devait être Feige devait être à un autre endroit à la fois. Il a laissé faire Raimi parce qu'il savait qu'il pouvait le faire tout seul. Cretton, bon, quelque part, le fait effectivement qu'il soit en bonne grâce avec Disney, peut-être que ça lui achètera un peu de liberté. Mais qu'est-ce qu'il en fera de cette liberté? Moi, je ne connais pas bien sa filmo. D'après ma chérie, le film qu'il a fait avec Brie Larson était plutôt un bon film, pas forcément un film d'action, remarque de mémoire. Mais comment te dire, c'est pas justement un mec à qui j'attendrais le sursaut qualitatif qui a été Doctor Strange 2. Mais après, ça se trouve, vu que ça s'appelle The Kang Dynasty et que c'est avec Kang et tout ça, peut-être qu'en fait, ils seront autour d'une table et ils vont se parler. Ouais, c'est ça. D'histoire de famille. Grand-père Kang, c'est ça. tonton Kang, le neveu Kang, Kang Junior. C'est ça. Il y a en plus un petit Kang dans les Young Avengers. Il y aura peut-être un âne qui sera le Donkey Kang. Ouais, le Donkey Kang. Autre blague pourrie. T'auras Kang Singe, qui sera le King Kang. Ouais. Voilà, pas mal. T'as autre chose? Non, là, ça va. Merde, fais chier. On était pas mal, là. Donc, ouais, tout ça. Ça pour dire que, du coup, Marvel Studios va encore prendre un Yes Man. Et en fait, Shang-Chi, on peut se le dire, c'était certes regardable, rafraîchissant du point de vue d'un film d'origine story, machin, bidule, qui a bien intégré le dynamique familial et qui avait pour lui d'avoir le meilleur acteur de sa génération en Asie et même probablement en Occident. Même s'il faisait pas grand chose à part être stylé, parce qu'il est toujours stylé. Sony là, non, je parle pas de Simu. Mais pardon. Les gens, ils étaient en train de se dire, mais quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Shimulio? Mais il est fou. Là. Il est quoi, lui, quoi? Mais il est fou. Donc, il a pété un boulon, lui. On n'écoutait pas beaucoup de Marseillais, c'est pour ça. Donc, donc tout ça pour dire que, voilà. Ça reste pas très jojo comme film. Enfin, non. Les fonds verts dans l'espèce de scène où le dragon, la dimension au début où tout se passe. Non, mais même dès le début, quand Wenwu va chercher les bracelets, etc. Ah ouais, qui sera la mère de Shang-Chi, ouais. Où tout se passe dans un précaré qui est juste là pour limiter par les fonds verts. Tout le film est en fond vert ou enfin en fond bleu en l'occurrence. Et puis ouais, l'espèce de soldats Shaolin avec leur petite lance pyrotechnique avec du rouge au bout pour combattre les démons. Ah, c'est de la merde, putain. Non, mais ça, franchement, Marvel Studios, si tu m'écoutes, je sais que tu m'écoutes, peut-être, un peu. Arrête avec les effets pyrotechniques. Ça, c'est, dans Thor 2, les Vikings, ils ont des épées laser. Là, c'est lance laser pour les moines Shaolin. Enfin, stop, quoi, sans déconner. Ils ont des super pouvoirs, ils n'ont pas besoin de ça, quoi. Enfin, bref. Donc, finalement, pas forcément une bonne nouvelle. On verra. Et Corentin, c'est quoi ces gens qui jugent les films avant qu'ils soient sortis? La seule bonne nouvelle serait que, par exemple, que le tournage de American Vanishing se passe très mal et que Dustin est un peu... Attends, tu souhaites le malheur des gens maintenant, quoi. Non, que Dustin soit un peu courroucé et refuse le contrat. Non, je pense pas. Ou alors,
Que John Krasinski il y a pas de super pouvoir dans mais arrête avec ça. Secret Force. John Krasinski ne réalisera pas Fantastic Four. Que ce soit clair et net. Après, je commence à me dire qu'il l'aurait déjà annoncé si c'était le cas. Parce que c'est tellement évident et qu'ils ont probablement dû en parler. Pourquoi c'est évident au-delà de la gueule? Parce que toi, tu veux le revoir en Montréal? Bon. Bah si, c'est à Montréal avec Krasinski. Du coup, il a fait quoi à part A Quiet Place? Bah, A Quiet Place, c'était très bien déjà. Bah, c'était sympa. Il a réalisé des épisodes de The Office. Non, mais attends, c'était sympa A Quiet Place, mais ça vaut pas d'avoir Fantastic Four non plus. Oui, hein. alors que Dustin Creighton, c'est un... Mais non, mais moi, je veux pas non plus. Au début, c'était Peyton Reed. Non, c'était John Watts, pardon. Non, c'était John Watts. Mais John Watts, c'était une hérésie aussi, on est d'accord. Mais c'est pas pour autant que je dirais que Krasinski devrait le mériter juste parce qu'il a la gueule du personnage. C'est pas un assez gros réal pour être un énorme colosse de cinéma. En même temps, il sait bosser avec les studios. Scorsese. Oui, tout à fait, bien sûr. Non, Werner Herzog. Allez, on sort de sa retraite, on y va. Refn. Nicolas Winding Refn. Il voulait faire Wonder Woman à une époque. Joss Whedon. Zack Snyder. Allez, imagine un jour il fait un film Marvel. Réhabilitons tout ça, quoi. Genre, tu sais qu'il fait des gros doigts. Je vais rester dans le Snyderverse, t'inquiète pas. C'est ça. Il fait, putain, comment ça s'appelle? Il fait l'escadron suprême. Justice League de Marvel. Bah ouais. Big move, Kevin, si tu m'écoutes. T'as raison. Mais, en vrai, ce serait pas mal. Tu vois? Ce serait pas mal. Tu vois? Et après, tu dis que je serai un mauvais éditeur. Moi? Bah, tu seras un meilleur producteur qu'éditeur, effectivement. Probablement. Appelez-moi à Hollywood. Allez. Du coup, mauvaise nouvelle, quand même. Toi, tu penses, ouais. Bah, toi non plus? Ouais, je suis pas super saucé, mais peut-être qu'il aura des bons réels de seconde équipe, en fait, et ça changera tout. Allez. On va parler là-dessus parce qu'on a envie d'être positif. Allez, on va continuer et terminer avec une partie Warner Bros. Alors, première nouvelle. Warner Bros, qui est donc depuis la fusion avec Discovery, c'est le patron David Zaslav qui veut vraiment refaire un petit peu sa façon de voir la marque DC Comics et revoir de toute façon toute la façon de fonctionner un petit peu de Warner Bros Discovery. Et donc, qui sait qu'il est allé sortir de sa retraite? Eh ben, c'est le bon vieux Alan. Ouais, c'est Alan. Alan Horn, mais qui était président de Warner Bros 10 ans auparavant. Donc, en fait, c'est un retour à la maison pour le brave Alan, qui après s'est fait virer, s'est fait remplacer par Kevin Tsujihara. Donc, au début des années 2010, en fait, avait intégré Disney, a fait marcher l'empire Disney tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec notamment en supervisant, l'absorption de Lucasfilm puis de Marvel. Donc, c'est quand même, quelque chose d'assez similaire, en fait, avec ce qui se passe là avec Discovery et Warner. Donc, c'est assez logique, en fait, de voir effectivement ce monsieur qui a une expérience dans l'entertainment de très haut niveau, de le voir venir chez Warner Bros Discovery. Et on imagine, vu qu'il a été recruté comme consultant senior, qu'il va pouvoir donner des conseils au petit David pour lui dire voilà comment il faut gérer la marque DC. Après, il a pas non plus, son rapport avec Marvel de tout ce qui était sorti quand il était parti de chez Disney, c'était désolé, pardon, c'était quand même assez lointain. Iger considérait que Kevin Feige était l'homme de la situation et il avait suffisamment de dossiers à gérer en se tabassant la gueule avec Ed Perlmutter, ce qui fait que Horn était beaucoup moins présent sur les produits Marvel Studios. On peut se poser la question. Ouais, mais c'est quand même lui qui a supervisé les achats, quoi. Enfin, qui était là. Mais tu vois, par rapport à ce dossier, on sait qu'ils veulent isoler le catalogue DC Films et en faire un truc plus indépendant avec un super consultant et tout. On ne sait pas si Horn aura une expertise à faire valoir là-dessus. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il est arrivé chez Warner à la fin des années 90, à l'époque où le studio tirait un peu la gueule, d'ailleurs. Il a fait la trilogie Nolan, non? Il a fait la trilogie Nolan, il a supervisé les Matrix, il a fait Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Il est apprécié par tout le monde, que ce soit Abrams, qui est pas mal bossé avec Warner à une époque, ou Kathleen Kennedy aussi. En fait, c'est un mec, grosso modo, considéré comme une sorte de faiseur de miracles, on va dire. Pas dans le sens où il a les idées, mais dans le sens où quand il repère un artiste et qu'il sent le projet qui a du chou, il est généralement considéré comme un facilitateur, c'est-à-dire le mec qui, grosso modo, c'est ton troisième grosso modo en 5 minutes, là. Hein. Bon, il est très bien placé, je m'en fous. Qui va faire rempart entre les artistes et les vrais producteurs avec le couteau acéré. Et on le voit bien, hein, depuis qu'il est parti, c'est-à-dire 2010, la fameuse ère Tsujihara où on a commencé à tirer sur la corde pour faire du Hobbit, pour faire des animaux fantastiques, pour faire des PowerPoints qui ne voient jamais le jour. Voilà, la fameuse gestion de la propriété Warner Bros. De ces films, qui a été ce qu'elle a été, Suicide Squad. Aquaman 1, on peut considérer, ouais. Wonder Woman 1, catastrophe. Wonder Woman 2, catastrophe. Wonder Woman 1, c'est moins une catastrophe que le deuxième. Non, mais la gestion du dos, catastrophique, quoi. Je veux dire, Michel McLaren qui devait le prendre, finalement, un Patty Jenkins qui le fait, la fin est pas écrite, et je sais plus qui doit se ramener à la fin pour superviser le truc. Enfin, c'est DKR, la coupure, les ingérences dupes de la prod dans le scénario de Snyder, pareil pour BVS, je veux dire.
J'ai dit quoi? DKR. Oui, bah techniquement, hein. Oui, Au départ, techniquement, le projet, oui, au départ, oui. il devait être adapté de DKR. Hein. Oui. Il l'est un peu, quelque part. Pareil, le Dawn of Justice qui se rajoute comme une sorte d'extension de producteur. Les gars, il nous faut un Avengers. Bref, effectivement, Warner Bros a souffert sans Alan Horn, alors qu'à l'inverse, Disney, depuis qu'il est parti, donc entre 2010 et 2020, a connu une explosion. Il était longtemps considéré comme le gars sûr, en fait, de Bob Iger. Hein. Vraiment, on dit que les deux ont dirigé Hollywood, entre guillemets, pendant 10 ans, côte à côte. Et quelque part, on peut se poser la question maintenant que Chapek est arrivé et que c'est un peu un connard aussi, Chapek, par rapport aux décisions qu'il prend et les frustrations qu'il instille dans les équipes. Peut-être qu'il est temps que, justement, un peu comme les alternances droite-gauche, Warner reprenne la main et que si Zaslav, effectivement, a envie d'avoir un gars qui connaît le marché, qui sait faire confiance à des franchises, mais pas que des franchises qui sont de l'extension de franchises ou de l'adaptation à la con, faire des vrais trucs originaux avec des vrais artistes, bah, c'est le moment, quoi. Il y a HBO Max qui a encore une grille à remplir. Moi, si tu veux, Alan Horn, c'est quand même aussi lui qui a fait virer James Gunn, hein, faut s'en rappeler, qui a cédé à l'extrême droite par rapport au côté black pédophile et tout. Il était chez Disney, c'est normal. On ne rigole pas avec les pédophiles chez Disney. Mais à part ça, il y a très peu de milieux avec lesquels on rigole sur les pédophiles. Hein. Bah, je sais pas, il y a les blagues de First Print, les podcasts First Print, par exemple. Mais, on invite Thierry régulièrement, c'est pour ça. Mais, et puis aussi la présidence française. Mais, Je te laisse, vas-y. Je m'en fous, rien à péter. Je reviens de vacances, j'ai le droit. Donc, tout ce que pour dire qu'à part ce petit imbroglio, on va dire quand même que Alan Horn est considéré comme un mec extrêmement respecté et qu'effectivement son parcours chez Warner est plutôt correct. Faut voir comment Zaslav le laisse bosser, quoi. Ouais. Parce que Zaslav, moi, je sais pas toi, mais je le sens pas forcément bien. Pour l'instant, moi, je pense que c'est quelqu'un qui a pas de vision, en fait, hein, qui sait justement qu'il sait pas faire, donc c'est pour ça. Il aurait pu racheter une marque de machine à laver, ça aurait été pareil, quoi. En fait, il rachète un truc. Puis après, ils se disent, bon, en fait, je vais quand même me débarrasser de tout ça parce qu'en fait, ça coûtait vachement d'argent. Donc, en fait, je vais faire plein d'économies. Et c'est toujours cette façon de penser, de dire, mais si tu rachètes un truc et que tu investis, en fait, bah, faut continuer à investir après parce que si tu rachètes une boîte mais que tu lui donnes rien à faire et qu'en fait, tu fais que couper tout ce qu'elle faisait déjà, bah, c'est un peu nul, en fait. Enfin, je sais pas. Après, c'est peut-être j'imagine que en termes de pragmatisme monétaire, ça fonctionne pas de la même façon. Et voilà, après, j'ai déjà vu plein de gens qui ont réagi à cette news en disant, ah oui, mais en plus, Alan Horn, il aime bien Zack Snyder. Alors, du coup, ça veut dire qu'il va, tu connais je te jure, ils sont fous, quoi. Quoi? Mais quel rapport avec Zack Snyder? J'en sais rien. Mais parce que ils disent. On réalise qu'il est en contact avec Netflix, Zack Snyder, il a pas plus besoin de travailler. Oui, mais ils s'en branlent parce qu'eux, ils disent, ah oui, Alan Horn, clairement, c'est, David et Alan Horn, ils aiment bien Zack Snyder. Vous avez autre chose dans la vie à part Zack Snyder? Vous avez des potes, vous avez une famille? Je sais pas parce qu'ils ont des piscines et des très belles bagnoles parfois, en tout cas. Oui, pareil, apparemment. Bravo à vous, les gars. Allez, Corentin, on va terminer. C'est la fin du monde, il paraît. Non, mais justement, parce qu'en fait, c'était la même news qui venait avec celle qu'on va traiter avant. Donc, les mecs ils pouvaient plus, ils en pouvaient plus, ils étaient là en mode, restore de Snyderverse, puisque Ben Affleck va reprendre son costume de Bruce Wayne, potentiellement Batman, mais a priori c'est quand même vachement plus Bruce Wayne pour Aquaman 2 parce qu'on a vu en fait que effectivement alors à l'heure où on enregistre, le week-end dernier il était à Paris, donc il n'était pas sur le tournage d'Aquaman, mais c'est Jason Momoa qui a partagé une vidéo qui date il y a je sais pas quelques semaines peut-être, où en fait il a été aperçu en compagnie de Ben qui portait effectivement le costume de Bruce qu'il avait déjà dans BVS ou Justice League. Et en fait qu'est-ce qui se passe? Alors l'explication la plus rationnelle et la plus normale en fait, c'est juste que Aquaman en fait sort avant The Flash alors qu'il devait sortir après, et que donc vu qu'il y avait un caméo de Michael Keaton en Batman dedans, et ben en fait tout simplement ils vont reprendre le Bruce Wayne de Ben Affleck, parce que dans The Flash techniquement The Flash, et Ben Affleck l'a toujours dit, il a dit après The Flash je serai plus Batman, et chronologiquement donc, comme le film s'est décalé, voilà, ils virent Keaton et ils mettent donc en fait il est pas de retour après parce qu'en fait il incarne un rôle qui chronologiquement se passera avant son baroud d'honneur dans The Flash. Donc ça c'est qui parle au poisson en plus. Ouais, c'est ça. Here talk to fish. Et oui, mais à la limite c'est même plutôt cool parce qu'effectivement il y a une petite histoire entre les deux personnages dans cet univers, donc pourquoi pas. Et la version plus tarabiscotée et débile, hein, disons-le, c'est qu'en fait non, ils sont en train de restaurer Snyderverse, donc en fait ils vont supprimer Michael Keaton de tous les films, ils vont remettre Ben Affleck partout, bien sûr, et ce qui va à l'encontre de toute logique, et qui en fait ils vont refaire le film Batman par Ben Affleck, voilà. Bah moi je serais pas contre en plus, juste tant que ça n'embête pas The Batman 2. Mais oui bah mais en fait ce qui est marrant c'est que en fait ce qui est trop marrant c'est ça, c'est que c'est que c'est chez Warner, tu sais, le ride il finit jamais en fait. Ah oui, non mais oui. Et puis quand Ezra Miller a fini par se foutre une balle dans la tête à force de faire des conneries,
On peut se poser la question de quand est-ce qu'il y a une fin, tu vois, est-ce qu'il y a un point final à tu sais, cette phrase. j'ai même vu des gens se dire est-ce que en fait ça coûterait, enfin est-ce qu'ils peuvent retourner le film en recastant Miller, genre non mais en disant peut-être que ça coûtera ça coûtera moins cher que tout ce qu'il risque de perdre au box office. Je fais mais attendez, le film a déjà coûté tellement cher, il a pris tellement de temps à venir, le film il est entièrement tourné, en plus Miller il est présent 2 fois parce qu'il y a un double de Barry Allen, on l'a vu dans les trailers et tout, qui est présent, donc tu peux pas enfin le film il est fini, tu vas pas le retourner. Après, c'est pas faux dans un sens de dire que à long terme, s'ils misent sur une franchise portée par Ezra Miller, mais ils vont recaster après, oui, ça c'est évident. Par contre, mais honnêtement, en plus, je pense qu'on se fait des montagnes de ça pour rien. C'était quand il est pas marché. C'est le mauvais exemple, tu me diras, mais quand West Side Story est sorti, il s'est planté la gueule, mais probablement que les gens qui n'ont pas été le voir, on avait rien à foutre quand Ansel Elgort soit accusé d'agression sexuelle. Ah oui. Je pense vraiment que ça n'a absolument pas joué dans la balance. C'est un pire nightmare pour la presse, pour les gens qui savent. Mais en vérité, les gens qui voulaient voir le nouveau Spielberg, ils ont juste remonté leur couille, ils ont dit bon bah écoute, tant pis. En plus c'est pareil, c'est pas non plus le rôle. Bah, après c'était pas le rôle, enfin c'était le rôle principal si, mais tu vas pas voir le film West Side Story pour le héros. Mais il y a des tonnes d'histoires comme ça, d'affaires comme ça sur des acteurs ou des actrices qui sont blacklistés. Je pense que c'est même pas la question quand Bohemian Rhapsody est sorti, il a été réalisé par un pédophile supposé, attention les avocats, et ça n'a pas empêché le film de marcher et d'être nommé aux Oscars, hein, donc à un moment donné. Ouais, mais je sais pas, mais c'est parce que c'est des c'est super héros, donc il faut des tournées de presse, il faut de la communication de ouf et tout ça, et en fait ils veulent juste pas avoir des questions reloues, je pense. Peut-être que le report s'explique que de ça aussi. Encore est-ce que le report n'a pas été commandé avant les affaires de Miller, parce que l'actualité va tellement vite, peut-être que dans un an les gens auront oublié, tu vois. Bah, sauf si elle continue à faire des dingueries d'ici là, hein, parce que j'ai envie de dire à Niska, on sait qu'il a tabassé Aya Nakamura, il a quand même fait Netflix, Nouvelle École et tout. Tout le monde s'en fout, hein. Tout le monde s'en est battu les steaks du fait que le mec parce qu'il n'y a pas eu de jugement non plus. Oui, non mais d'accord. Mais il n'y a pas eu de jugement pour Ezra Miller. Si, remarque, mauvais exemple. Mais genre des tonnes de trucs comme ça, les polémiques passent, c'est triste, hein, c'est horrible, mais parce que tant qu'il n'y a pas de jugement prononcé, de toute façon, il n'y a pas. Si tu vas par là, Kevin Spacey, il a pas été jugé. Hein. Oui, mais il était accusé en procès quand même, plusieurs fois. Donc, et ces accusateurs sont morts. Ah ouais? Il y en a 2 qui sont morts, je crois. Ah putain. Si je dis pas de conneries. Ouais, mais c'est encore une autre échelle, quoi. Mais bon. Underwood. Non, tout ça pour dire que c'est toujours la smala, c'est quand même toujours la smala chez Warner. Je pense que vraiment, je sais pas, c'est tous les vendredis soirs, ils passent la Macarena, je sais pas, ils se disent qu'est-ce qu'on va faire comme dinguerie cette semaine. Non, je pense qu'ils sont vraiment sous coke tous, en fait. Non, mais pas sous coke. Ils arrivent au bureau, genre, quand t'es sous coke, non, mais quand t'es sous coke, tu fais des trucs marrants. Eux, ils font juste c'est pas drôle, en fait, tu vois. Donc là quelque part c'est un détail qui est inhérent à la cohérence diégétique. C'est effectivement tu peux pas ramener Michael Keaton si le film sort. Oui, mais si le film sort après, non, effectivement, oui. Dans ce cas-là, moi je pense que ça aurait été même plus logique de couper Batman all together, tu vois. Bah non, parce qu'apparemment il a une importance aussi dans Bad Girl et dans le futur de ce qu'il voulait faire. Ce film-là précisément, qu'est-ce que oui, parce qu'après, en tout cas, il y a quand même, je sais plus, c'est un de ces tweetos un peu bizarre, mais qui a toujours eu vie juste. Donc Roger Wardell. Roger Wardell. Non, c'est pas Roger Wardell, mais c'est un autre qui est assez legit, pas assez pour le reprendre forcément, mais quand même qui est assez, qui dit vraiment que c'est juste pour une scène. Et c'est ce qui semble clairement évident, quoi. C'est de toute façon le film. Oui. Parce que s'il avait été vraiment inclus dans le tournage en tant que limite un team-up comme comme Hulk dans Thor Ragnarok, on l'aurait su en fait, parce qu'il y aurait eu des photos, il y aurait eu des reports des médias spécialisés. Là, clairement, ça avait jamais rien, il y avait jamais rien eu de fuité pendant le tournage. Donc c'est clairement une scène de prise de vue additionnelle. Si en plus il doit remplacer Keaton, c'est parce que c'était clairement juste un petit clin d'œil par rapport à The Flash et tout ça. Donc pour instiller vraiment l'idée que le Batman de Michael Keaton est le nouveau Batman de cet univers partagé là. Donc voilà, à mon avis c'est du 3 fois rien, mais forcément avec le passif de Warner, ça sort une semaine après le papier sur la Snyder Cut et les bots, ça sort en même temps que le truc de Alan Horn, donc forcément t'as toute une partie d'une fandom qui forcément tisse des liens sur leur toile, des toiles rouges comme ça, disant que tout mènera donc au Restore the Snyderverse un jour ou l'autre. Tous les éléments du puzzle, ça converger dans le le truc c'est que techniquement,
techniquement, il y a une forme presque en fait, c'est pas si con, enfin, c'est pas si absurde parce que tu peux tracer des points. Sauf qu'il y a un pragmatisme pareil de fric, en fait, qui fait que quand il réfléchit sérieusement en termes de thunes, ça ne tient jamais debout. Est-ce que Ben Affleck, lui seulement, a envie de revenir? Mais moi, je pense pas. La question. Je ne pense pas. Non. Enfin, parce que déjà, ça l'avait vachement affecté, l'échec relatif. De BVS, on sait qu'il était pas chaud pour prendre une franchise de super-héros. Sa période Batman, c'est lié aussi à une forme, de sombritude, oui, où il a repris l'alcool, il s'est séparé de Jennifer Garner, là, il s'est remis avec son amour de jeunesse. Et on est très content pour lui d'ailleurs, quel magnifique couple, quel power couple. Croyez en vos rêves et un jour vous retrouverez votre copine de lycée et vous finirez ensemble tous les deux, vous serez beaux et heureux. Mais moi, je pense pas vraiment qu'il a envie, sincèrement. Et bon, après, les autres, ils sont plus ou moins déjà engagés parce même Gal Gadot, est-ce qu'elle a encore besoin de faire Wonder Woman? Ah oui, et puis même Wonder Woman, de toute façon, enfin, on a toujours pas de nouvelles, en fait, de ce qui se passe avec. Je pense qu'ils le feront. Ils le feront parce que même si le 2 s'est planté, il s'est planté avec des circonstances, excusez-moi, atténuantes. Aquaman, pardon, je pense qu'il y aura probablement une trilogie. Si tant est que le 2 fonctionne aussi bien que le premier, parce que c'était quand même, à date, avec Joker, je crois, le plus gros succès de l'un des plus gros succès, en tout cas, ouais. Mais le plus gros, même, non? Enfin, on est au-dessus du milliard. Non. Si. Wonder Woman? Aquaman. Ah, Aquaman, oui, pardon. Écoute-moi un peu. Assez de suivre. Oui, pardon. C'est vraiment insupportable, hein. Oui, pardon. Donc bon, voilà. Je veux quand même rien dire, mais. Ouais. Oui, et donc, effectivement, voilà, mais par rapport à tout ce truc de Restore le Snyderverse et compagnie, moi, personnellement, je me pose vraiment la question, pas forcément dans l'expectative où ça pourrait se faire, parce que j'en doute fortement. Par contre, effectivement, si t'es David Zaslav, si t'es Alan Horn et que tu vois que ta franchise elle a pris la flotte, comme Aquaman, que t'as pas de solution, parce qu'en vrai, ils n'ont pas de solution. Actuellement, il n'y a pas vraiment de logique crossoveriale à terme. Les nouvelles franchises qui arrivent, c'est Batgirl et Blue Beetle. Bon, on peut déjà s'estimer heureux qu'elles sortiront au cinéma finalement. Et le fait est que ils vont pas, enfin, le reboot de Superman, c'est pareil, on n'a pas de nouvelles vraiment. On sait qu'il y a le projet de Ta-Nehisi Coates, il y a le projet de Bad Robot. Et Bad Robot a pas l'air de vraiment convenir à Warner Bros. Il y avait un article de THR qui était sorti sur le fait que Abrams livrait pas les projets en temps et en heure, que les projets Justice League Dark n'arrivaient pas. Ouais, ça a l'air compliqué. Donc c'est le gros bordel, en fait. Il y a plus vraiment l'idée d'une concurrence. En fait, c'est ça qui est dommage. On n'est pas particulièrement, nous, fans de Marvel Studios. En tout cas, de leurs produits. Mais le fait est qu'il y a un vrai univers en construction, des projets, des adaptations. Et les trucs sortent, et les projets sortent. Voilà. Et c'est dans le même univers, et ça tient depuis quasiment 15 ans. Alors que Warner, ok, Aquaman, ce sera techniquement la suite du 1 qui était effectivement un spin-off de Justice League, mais qu'est-ce que tu peux me dire à part ça? À Peacemaker, il y aura une saison 2. On a l'impression qu'il y a une sorte de groupement qui se crée. Peut-être qu'effectivement, Dwayne Johnson a raison et que l'avenir, en fait, c'est la GSA et des spin-offs de la GSA avec un film Dr. Fate avec Pierce Brosnan. Non, mais je écoute, je sais pas, hein, je crois que c'est un peu leur dernier espoir de survie, parce qu'à part ça, à part faire des films, des suites de films qui ont une origine commune qui est le film Justice League, là, tel quel, qu'est-ce que t'es un tel quel, yes, un tel quel, ouais. Là, tel quel, qu'est-ce que tu veux faire qui soit de la dimension d'un vrai univers d'essai? Moi, j'ai déjà dit, je m'en fous d'avoir un univers d'essai. Je veux des bons films, et l'univers de la cohérence et compagnie, ça m'intéresse pas. C'est pour ça que je préfère The Batman à tout ce qui s'est fait depuis quelques années. Mais je me dis, si t'es Alan Horn ou David Zaslav, peut-être que t'as un intérêt à mettre fin à la saga actuelle, à dire, écoute, en vrai, pourquoi on se fait chier avec Michael Keaton à en faire une sorte de Tony Stark des Vengeurs du futur? Pourquoi faire à un moment donné? De toute façon, on va pas pouvoir rattraper Marvel, pardon. Donc autant on fait ce qu'on a fait avec Batman, ça marchait en plus financièrement. On prend un auteur, on le booste un peu. C'est ce que fait Alan très bien en plus, qu'il a toujours fait. On fait des sagas différentes et on se casse pas les burnes avec crossover machin, parce qu'en fait on a essayé, on n'y arrive pas. Donc voilà quoi. Enfin. Ouais, non, voilà. Je suis plutôt d'accord avec toi, et on verra bien. En revanche, si la Zumba, quoi. En revanche, oui. Quitte à poursuivre la Zumba. Oui. Et si Warner voulait se rabibocher avec Zack Snyder, tu fais le 3e film 300 que Snyder voulait faire et qui devait être la romance de Alexandre Legrand avec le général Héphaestion. Un bon film de romance gay avec la caméra, c'est au ralenti de Snyder, comme dans 301 où il y avait la scène de cul au ralenti là, mais avec 2 mecs. Et tu vois tous les fans un peu fachos de Snyder. Je précise bien, les fans un peu fachos, pas tous les fans. Tu vois les fans un peu fachos de Snyder qui dit ils l'ont wokisé, et qui du coup après arrête Zack Snyder, un peu comme les mecs de Quanon ont arrêté de devenir Quanon après la fin de Trump. Ok, ouais, très bien. Voilà. Eh bien, tu as toujours d'excellentes idées, Corentin. J'aime bien 300 en plus, donc j'aimerais vraiment la suite.
Bah non, c'était cool, 300. Bah ouais, 300 c'était bien. Je suis d'accord avec toi. À l'époque où Zack Snyder faisait des bons films. Voilà. Eh bien, sur ce constat, sur cette dernière phrase, Corentin, on va se quitter déjà. Eh ben, dis donc. C'était donc le front page, le dernier du mois de juillet 2022. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire dernier podcast juilletiste. Oui. Avant les podcasts haussiens. C'est rigolo, ça. C'est très très rigolo. Et donc je disais, donc vous pouvez commenter l'émission sur notre site internet en fonction des actualités, c'est des choses qui vous parlent plus ou moins, et surtout si vous appréciez les podcasts que l'on fait, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux et partout ailleurs. N'hésitez pas à mettre des post-it sur les ordinateurs de vos collègues de bureau. Écoute First Print. Voilà, écoute First Print, c'est vachement bien comme podcast. Et si jamais vous êtes boulanger, n'hésitez pas à mettre des petites fèves First Print dans vos baguettes, mais pas trop difficile pour que vos clients ne se cassent pas les dents dessus. Avec et en même temps, le visage de Arnaud Kikou qui sourit. Non, ça vous le faites pas. Non, avec le logo de First Print, et comme ça, les gens ils mangent leur baguette, tu vois, ils font crom. Et après, je me suis pété une dent. C'est ça. Dis donc, ça a l'air bien. C'est ouais, quoi ça? C'est un podcast. First Print je connais pas. Et si je cherchais sur Spotify ce que ça peut être, et après ils font c'est incroyable ce podcast. Rendez-vous compte, il y a 350 émissions déjà. Sérieux? J'ai beaucoup de temps libre. 350 émissions? Je crois qu'on en a quelque chose comme ça, ouais. J'ai dû en faire un tiers. C'est fort possible aussi. Bref, en tout cas, voilà, vous pouvez nous soutenir comme ça. On a aussi une page Tipeee ouverte 24/24 pour nous aider à voir l'avenir de façon sereine. 344 pour le moment. Donc c'est le 345e celui-ci. Donc voilà, on a aussi, donc je disais, une page Tipeee sur laquelle vous pouvez nous apporter un petit soutien si vous le voulez. S'il vous reste quelque chose à la fin du mois, ça nous fera toujours de l'aide et ça nous permet de voir l'avenir de façon sereine et de vous proposer toujours autant de contenu toutes les semaines. En tout cas, on espère que ça vous plaît et on vous remercie de nous écouter. Si vous le faites, mais si vous êtes là, a priori, c'est que vous nous écoutez. Et donc, si vous entendez ça, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout. Donc, c'est vraiment que vous êtes les meilleurs. On vous aime, on vous fait des bisous. On vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut! Salut!